Chapitre 14. Ainsi qu'Assad le lui avait annoncé, Mona était de retour, vibrante de soleil tropical et d'innombrables souvenirs qui avaient laissé autour de ses yeux de petites rides très saillantes, mais qu'il était impossible d'ignorer. Karl avait passé une grande partie de la matinée à chercher les premiers mots qu'il lui dirait, dans le but avoué de lui faire baisser sa garde. Des mots qui titilleraient sa douceur, sa tendresse, voire sa libido, dans le cas où ils viendraient à se croiser. Les choses ne se passèrent pas ainsi. La seule incursion féminine dans le sous-sol ce matin-là fut celle d'Ursa, traînant bruyamment son caddie de supermarché. 5 minutes après son arrivée, sans doute avec les meilleures intentions du monde, elle se mit à brailler. « Salut les garçons, j'ai rapporté des brioches !» C'était dans des moments comme celui-là qu'on réalisait vraiment l'immense gouffre qu'il y avait entre cette cave et le monde réel qui se trouvait dans les étages supérieurs du bâtiment. Il lui fallut encore 2 bonnes heures pour réaliser que, s'il voulait avoir une chance de la voir, il allait devoir bouger les fesses de son fauteuil et partir à sa recherche. Après s'être renseigné ici et là, il dénicha Mona au service de permanence du petit parquet où elle était en grande conversation avec le délégué du substitut. Elle portait une veste en cuir et un lévis un peu délavé, et ne ressemblait en rien à une femme qui a déjà réalisé la plus grande partie de ses ambitions. « Bonjour, Karl », dit-elle sans enthousiasme. Son regard très professionnel affichait sans la moindre ambiguïté que, pour l'heure, il n'avait rien à se dire. De son côté, il se contenta donc de sourire sans parler. Après ces tristes retrouvailles, Karl aurait bien aimé passer le restant de la journée en roue libre à s'apitoyer sur le désastre de sa vie amoureuse, mais Ursa avait d'autres projets pour lui. « Nous avons peut-être une touche à Balroup », annonça-t-elle avec un air de triomphe mal dissimulé et des morceaux de brioche entre les dents. « Je suis porté par les ailes de la chance ces jours-ci. Mon horoscope m'avait prévenu. » Karl leva sur elle des yeux remplis d'espoir. Peut-être ses ailes allaient-elles la transporter directement dans la stratosphère, où elle pourrait méditer à son aise sur sa bonne fortune. « J'ai eu un mal fou à obtenir ces renseignements, » poursuivit-elle. « D'abord, j'ai discuté avec le directeur de l'école Lautrupgarde, mais il n'était en poste que depuis 2004. Ensuite, j'ai parlé à une enseignante qui était là depuis sa création, mais elle n'était au courant de rien. Puis, j'ai parlé au gardien qui ne savait rien du tout. Ensuite... Ursa, je t'en supplie, si cette piste mène quelque part, sois gentille de m'épargner les phrases préliminaires. Je n'ai pas que ça à faire. » se plaignit-il en frottant son avant-bras engourdi. « Bon, d'accord. Alors, pour finir, j'ai appelé l'école supérieure d'ingénieurs. Bingo !» Les fourmis dans le bras de Karl disparurent comme par enchantement. « Fantastique !» s'exclama-t-il. « Raconte !» Alors voilà. Au secrétariat se trouvait par hasard une femme professeure qui rentrait tout juste de congé maladie ce matin. Elle m'a expliqué qu'elle enseignait dans cet établissement depuis 1995 et qu'il ne pouvait s'agir que d'une seule histoire dont elle se souvenait parfaitement. Karl se redressa dans son fauteuil. « Vraiment ?» Elle le fixa d'un air mutin. « Ah, on commence à se réveiller, mon petit monsieur. » Elle tapota affectueusement le bras poilu de Karl. « Et on aimerait bien en savoir plus maintenant. » Il n'en croyait pas ses oreilles. Lui, qui avait participé au long de sa carrière à plusieurs centaines d'enquêtes plus compliquées les unes que les autres, se retrouvait à jouer aux devinettes avec une intérimaire en collant vert-pomme. « De quoi se souvenait-elle, Ursa ?» insista Karl tout en saluant brièvement d'un hochement de tête un Assad un peu pâlot qui entrait dans le bureau. Assad avait téléphoné hier pour poser la même question. En buvant le café ce matin, le personnel en avait parlé en présence de la dame en question, poursuivit Ursa. Assad avait repris son aspect normal et s'était mis à écouter avec intérêt ce que disait sa nouvelle collègue. L'histoire lui est revenue en mémoire d'un seul coup. Ils avaient eu un étudiant surdoué à l'époque. Le garçon souffrait d'un syndrome quelconque. Il était très jeune, mais déjà extrêmement doué en physique et en mathématiques. Un syndrome ? Assad la regardait sans comprendre. Oui, une sorte de dysfonctionnement cérébral qui faisait de lui un véritable génie dans certaines matières, mais le rendait inapte à en maîtriser certaines autres. C'était un genre d'autiste, mais ça porte un autre nom, attendez un peu. Elle fronça les sourcils. Ah oui, je me rappelle maintenant. Le syndrome d'Asperger. C'était ça qu'il avait.
Karl sourit. Voilà une pathologie à laquelle elle ne devait pas avoir de peine à s'identifier. Il l'encouragea à en venir au fait. Bon, et alors, qu'est-ce qui lui était arrivé à ce jeune homme? Eh bien, il avait suivi les cours pendant tout le premier semestre et il avait eu les meilleures notes de sa classe. Et puis, il avait tout arrêté. Comment ça? Il s'était présenté un peu avant les vacances d'hiver, en compagnie de son petit frère, à qui il voulait montrer son école. Et ensuite, plus personne ne l'avait jamais revu. Assad et Karl étaient maintenant suspendus à ses lèvres. Ils allaient enfin savoir. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Paul. Karl sentit une vague de froid le traverser. « Yes !» s'exclama Assad en remuant des bras et des jambes tel un pantin désarticulé. La professeure se souvenait parfaitement de lui parce que Paul Holt fut probablement le seul élève qu'elle ait croisé dans sa vie qui aurait pu obtenir un jour le prix Nobel. Il paraît qu'il était vraiment spécial. « Et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas oublié ?» demanda Karl. « Oui, principalement, et puis aussi parce que il faisait partie de la toute première classe de sa carrière. » Une demi-heure plus tard, Karl posa la même question sur place, à l'école supérieure d'ingénieurs, et il obtint la même réponse. « Ce sont des choses qu'on n'oublie pas, » lui dit Laura Mann en dévoilant son râtelier couleur ivoire. « J'imagine que vous vous rappelez votre première arrestation, non ?» Karl opina du chef. C'était un petit ivrogne tout sale qui s'était allongé au beau milieu d'Englandsvey. Karl revoyait encore comme si c'était hier le filet de morve qui était venu se coller sur son écusson pendant qu'il se battait pour transporter cet imbécile à l'abri de la circulation. C'est sûr, un flic n'oubliait jamais sa première arrestation, glaire ou pas. Il regarda attentivement son interlocutrice. Il l'avait déjà vue à la télévision où elle venait parfois se prononcer à titre d'expert sur les énergies renouvelables. Sa carte de visite disait « Laura Mann, docteur ès sciences » et tout un tas d'autres titres impressionnants. Karl se félicita de ne pas avoir de carte sur lui. Il souffrait d'une forme d'autisme, n'est-ce pas? Oui, je suppose qu'on peut considérer cela comme une forme d'autisme léger. Les gens qui en souffrent sont souvent extrêmement brillants. J'imagine qu'aujourd'hui on les classe dans la catégorie des geeks, des Bill Gates, des Einstein. Mais Paul avait également une intelligence pratique. Il était exceptionnel à beaucoup de points de vue. Assad sourit. Lui aussi avait noté le chignon serré sur la nuque et les lunettes en écaille. En effet, elle avait dû adorer avoir dans sa classe un élève comme Paul. Entre nerds, on se comprend. Ce jour-là, Paul était venu avec son petit frère, le 16 février 1996 d'après vous, et ensuite on n'avait plus jamais entendu parler de lui. Comment savez-vous que c'était ce jour-là? Demanda Karl. À cette époque, nous tenions encore un cahier de présence. Il nous a suffi de vérifier à partir de quelle date il a cessé de venir en cours. Il n'est pas revenu après les vacances. Voulez-vous examiner les registres? Ils sont dans le bureau d'à côté. Karl échangea un regard avec Assad. Il ne semblait pas très intéressé, lui non plus. Non, c'est gentil, nous vous croyons sur parole. J'imagine que vous avez contacté sa famille. C'est exact, mais ils se sont montrés très peu communicatifs, surtout quand nous avons proposé de venir chez eux pour en parler avec Paul. Vous avez au moins pu lui parler au téléphone? Non, la dernière fois que je me suis entretenu avec Paul Holt, c'était ici, et c'était une semaine avant les vacances de février. Quand j'ai essayé de le joindre à son domicile, son père m'a dit qu'il refusait de parler au téléphone. Je ne pouvais pas faire grand-chose, en l'occurrence. Paul avait 18 ans, il était en droit de décider ce qu'il voulait faire de sa vie. Il n'avait que 18 ans? Oui, il était très jeune. Il a eu son bac à 17 et a commencé tout de suite ses études supérieures. Vous avez son dossier scolaire? Elle sourit. Elle avait évidemment tout préparé. Karl lut à haute voix pendant qu'Assad regardait par-dessus son épaule. Paul Holt, né le 13 novembre 1977. Baccalauréat scientifique obtenu au lycée de Birkerød avec 16 de moyenne générale. Ensuite venait son adresse. Ce n'était pas très loin de là, à peine à 3/4 d'heure de route en voiture. Ce n'est pas une moyenne très exceptionnelle pour un génie, si? Commenta Karl. C'est vrai, mais en fait il a eu 20 dans toutes les matières scientifiques et seulement 10 dans les autres matières, répondit Laura Mann. Vous voulez dire qu'il n'était pas bon en orthographe, par exemple? S'enquit Assad. Effectivement, il n'écrivait pas bien le danois. Ses devoirs laissaient à désirer en termes de rédaction, mais c'est souvent le cas chez les Asperger. Oralement aussi, il s'exprimait assez mal,
surtout s'il devait parler d'un sujet qui ne l'intéressait pas particulièrement. « Est-ce que je peux emporter ceci ?» lui demanda Karl. Elle acquiesça. Si elle n'avait pas eu des doigts aussi jaunis par la nicotine et la peau grasse, il l'aurait embrassée. « C'est incroyable, chef !» s'exclama Assad alors qu'ils approchaient de la maison. « On nous confie une enquête et en une semaine elle est résolue. Nous avons trouvé l'auteur de la lettre, comme ça !» Il claqua des doigts pour illustrer son propos. « C'est vrai. Espérons juste que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Si c'est le cas, nous passerons un savon à ce Paul, chef. » « Et sinon ?» Assad hocha la tête. « Et sinon, ils avaient encore du pain sur la planche. » Ils arrêtèrent la voiture devant le portail et remarquèrent tout de suite que le nom sur la boîte aux lettres n'était pas Holt. Ils sonnèrent à la porte et un petit homme assis dans un fauteuil roulant le rouvrit au bout d'un long moment d'attente. Quand il leur eut révélé qu'il vivait dans cette maison depuis 1996, Karl sentit s'éveiller en lui ce sixième sens qui lui faisait défaut depuis le début. « C'est la famille Holt qui vous a vendu la maison, n'est-ce pas ?»« Non, je l'ai achetée aux témoins de Jéhovah. L'homme qui vivait là était une espèce de pasteur. La pièce principale servait de salle de culte. Vous voulez visiter ?» Karl déclina l'invitation. « Vous n'avez donc jamais rencontré les gens qui vivaient là ?»« Non, » confirma l'infirme. Karl et Assad le remercièrent et prirent congé. « Je ne sais pas si tu es comme moi, Assad, mais à présent j'ai la certitude qu'il ne s'agit pas du tout d'une plaisanterie de gamin. Vous savez, chef, ce n'est pas parce qu'on déménage... » Il s'interrompit et s'arrêta de marcher. « Oui, en fait, je vois de quoi vous voulez parler. Est-ce qu'un garçon comme Paul s'amuserait à faire ce genre de choses, et a fortiori, si lui et sa famille sont témoins de Jéhovah? Qu'en penses-tu? » Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont le droit de mentir à l'extérieur de la communauté, mais pas de se mentir entre eux. Ah bon? Parce que tu connais des témoins de Jéhovah, toi? Non, mais c'est comme ça dans toutes les communautés religieuses intégristes. Ils se protègent contre le monde extérieur par tous les moyens, y compris par le mensonge. Absolument. Mais cette histoire de kidnapping serait un mensonge complètement gratuit. Il apparaîtrait comme inacceptable, même aux yeux d'un témoin de Jéhovah. Assad hocha la tête. Ils étaient d'accord sur ce point. Bon, et maintenant quoi? Ursa se comportait comme une colonie de fourmis sur le sentier de la guerre, entre son propre bureau et celui de Karl. Ce kidnapping était son affaire. Elle voulait tout savoir dans les moindres détails. À quoi ressemblait la professeure de Paul? Qu'avait dit Laura Mann à propos de son élève? Dans quel genre de maison est-ce qu'il habitait? Qu'est-ce qu'ils avaient appris d'autre sur cette famille, en dehors du fait qu'ils appartenaient aux témoins de Jéhovah? Du calme, Ursa. Assad est en train de faire des recherches auprès de l'état civil, on va les trouver. « Vous pourriez venir avec moi dans le couloir, s'il vous plaît, chef ?» demanda-t-elle en le traînant par la manche jusqu'à la photocopieuse géante. Elle avait ajouté le patronyme complet de Paul et quelques mots supplémentaires. Au secours. Le 6 février 1996, nous avons été enlevés. Il nous a pris près de l'arrêt de bus de Lautropvang à Balrup. L'homme mesure 18. Il a des cheveux courts. Il a une cicatrice sous L', droite. R, dans un fourgon bleu. Papa et maman le connaissent. Il s'appelle Fr, D. Avec B, il nous a menacés. Il va nous tuer. C, O, N. Nous avons roulé presque 1 heure. Près de l'eau, S. Ça ne sent pas bon. Vie. M, apostrophe, Ri, G, J apostrophe, A, N. Paul Holt. Je résume. Il a été kidnappé avec son frère. Il s'appelle Paul Holt. Il écrit qu'ils ont roulé un peu moins d'1 heure, et je crois aussi qu'il précise qu'ils se sont approchés de l'eau. Elle planta les poings sur ses hanches étroites. Elle allait maintenant expliquer à Karl où elle voulait en venir. Si ce garçon souffrait d'un syndrome d'Asperger ou je ne sais quoi de similaire, je ne crois pas qu'il inventerait ce genre de détail, le fait qu'il roule en direction de l'eau. Elle se retourna vers Karl. « Vous croyez, vous ?» L'idée pourrait venir de son petit frère, on n'en sait rien. Écoutez, Karl, franchement, Lorsen a trouvé une écaille de poisson sur le message dans la bouteille.
Si c'est le petit frère qui a écrit la lettre, vous pensez qu'il a ajouté cette écaille afin de rendre son histoire plus crédible? Et la colle de poisson aussi? Va savoir, il était peut-être aussi futé que son grand frère, mais dans un style différent. Ursa tapa du pied si fort que le bruit se répercuta jusqu'au bout du couloir. « Mais bon Dieu, Karl, faites marcher votre matière grise! À quel endroit est-ce qu'ils ont été enlevés ?» Elle brossa l'épaule de son patron comme pour atténuer l'agressivité de son ton. Karl remarqua que son geste projetait dans l'air une quantité non négligeable de pellicules. « À Ballerup, » répondit-il. « Exact. Et comment se fait-il qu'ils aient roulé presque 1 heure avant d'arriver au bord de l'eau? S'ils avaient voulu aller à Hundestead, il leur aurait fallu beaucoup plus de temps que ça, en partant de Ballerup. Et pour atteindre Hullinge, il faut quoi, 1 demi-heure à tout casser? Ils sont peut-être allés à Stevn, qu'est-ce qu'on en sait? Il sentait son irritation monter. Personne n'a envie de voir ses capacités intellectuelles foulées aux pieds, même pas lui. Voilà! Elle frappa du pied à nouveau. S'il y avait des rats sous le plancher, à présent, elle les avait délogés. Mais si la lettre est un canular, poursuivit-elle, pourquoi se donner autant de mal? L'auteur n'avait qu'à écrire qu'ils avaient roulé 1 demi-heure et qu'ils avaient atteint le bord de l'eau. Un gamin qui cherche à inventer un bon scénario écrirait tout simplement ça. C'est pour ça que je suis certaine que tout est vrai. Je vous en prie, Karl, essayez de prendre cette affaire au sérieux, s'il vous plaît. Karl inspira longuement. Il n'avait pas envie de lui dire qu'il prenait déjà cette affaire très au sérieux. Il l'aurait sans doute fait savoir à Rose, mais pas à Ursa. « D'accord, d'accord, dit-elle pour l'apaiser un peu. On verra où on en est quand on aura réussi à mettre la main sur la famille Holt. »« Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?» La tête d'Assad apparut dans la porte de son bureau de pygmée. Il venait prendre la température. Il y avait de l'engueulade dans l'air ou quoi? « J'ai trouvé l'adresse, chef, » annonça-t-il en lui tendant un bout de papier. « Ils ont déménagé 4 fois depuis 1996. 4 fois en 13 ans. En ce moment, ils vivent en Suède. »« Merde, » se dit Karl. « En Suède, dans le pays où l'on trouve les plus gros moustiques d'Europe et la nourriture la plus insipide. »« Nom de Dieu !» s'exclama-t-il. « Alors je suppose qu'ils se sont installés tout au nord, là où même les élans ne retrouvent plus leur chemin. Lula, Knebnekaise ou un endroit comme ça. Alabro. Ils sont dans un endroit qui s'appelle Alabro et qui se trouve dans le comté de Blekinge. C'est à environ 250 kilomètres d'ici. 250 kilomètres. Une distance très raisonnable, malheureusement. Il pouvait dire adieu à son week-end. Il tenta tout de même de botter en touche. À tous les coups, ils seront partis quand on arrivera. Et si on les prévient qu'on arrive, ils trouveront une raison pour ne pas y être. Et s'ils sont chez eux, à tous les coups, ils ne parleront que le suédois. Et un gars comme moi, qui vient du Jutland, ne comprendra pas un mot de ce qu'ils diront. Assad fronça les sourcils. Il devait trouver que Karl poussait la mauvaise foi un peu trop loin. « Je les ai appelés? Ils sont chez eux? »« Tu n'as pas fait ça, malheureux. Maintenant, on peut être sûr qu'ils n'y seront plus demain. »« Je crois que si. Je ne leur ai pas dit qui j'étais. J'ai raccroché tout de suite. Bam !» Ils avaient décidément le génie du bruitage, ces deux-là. Karl se traîna jusqu'à son bureau et téléphona chez lui. Il donna quelques brèves instructions à Morton pour qu'il sache que faire au cas où Viga débarquerait pendant son absence. Elle en était bien capable. Puis, il donna ses directives à Assad sur la façon dont il envisageait la suite de l'enquête sur les incendies et lui demanda de jeter un coup d'œil aux faits et gestes d'Ursa. Donne-lui une bonne liste de sectes religieuses à étudier, et puis monte voir Lorsen et dis-lui d'appeler l'Institut médico-légal pour qu'ils accélèrent un peu dans leur recherche d'ADN. Je compte sur toi? Il fourra son arme de service dans son sac. On ne pouvait jamais savoir avec ces fichus Suédois. Surtout quand ils étaient originaires du Danemark. Chapitre 15. La nuit du lendemain, il fit en sorte de laisser son hôtesse et maîtresse provisoire sur sa faim. Quelques secondes avant qu'elle ne bascule la nuque en arrière et ne vint chercher son souffle au plus profond d'elle-même, il sortit ses doigts habiles de sa vulve gonflée et l'abandonna au point culminant de sa tension sexuelle, les yeux hagards. Il se releva rapidement, et Isabelle Jönsson dut se débrouiller toute seule pour relâcher la pression.
Elle avait l'air décontenancée, ce qui était exactement le but recherché. Au-dessus de son pavillon de la banlieue de Viborg, la lune jouait à cache-cache avec de petits nuages cotonneux et denses. Tout nu sur la terrasse, il les suivit des yeux en soufflant la fumée de sa cigarette par les narines. Les heures à venir allaient s'écouler selon un schéma parfaitement rodé. Pour commencer, ils allaient se disputer. Puis, elle lui demanderait pour quelle raison il décidait soudain de la quitter et pourquoi maintenant. Elle le supplierait, se mettrait en colère et le supplierait à nouveau. Il lui répondrait. Elle lui demanderait de faire ses valises et il sortirait de sa vie. À 10 heures le lendemain matin, il quitterait les Hauts de Dollerup avec les 2 enfants à côté de lui. Et quand il s'étonnerait de l'itinéraire, il les endormirait. Il avait déjà repéré l'endroit où il pourrait le faire discrètement. Un coin où la végétation épaisse dissimulerait à la fois le véhicule et les agissements de son chauffeur, pendant les quelques minutes qu'il lui fallait pour les neutraliser et jeter leur corps à l'arrière de la fourgonnette. 4h30 plus tard, en comptant un arrêt déjeuner avec sa sœur en Fionie, il serait à la maison du lac, au milieu de Norskoven, à Jägerspris. C'était le plan. Une vingtaine de pas à parcourir ensuite à travers les arbres jusqu'au hangar au plafond bas, équipé de chaînes, et marchant devant lui, 2 silhouettes courbées. Ah, il en avait entendu des voix d'enfants sur ce court trajet, le suppliant de leur laisser la vie sauve. Et il en entendrait encore. Et enfin, il entamerait les négociations avec les parents, comme d'habitude. Il souffla la dernière bouffée de sa cigarette et l'envoya d'une pichenette sur le petit carré de gazon. Il avait une nuit et une matinée chargées devant lui. Il n'avait pas le temps de réfléchir au fait inacceptable qu'il se passait chez lui, en ce moment même, une chose qui pouvait remettre toute sa vie en question. Si sa femme le trompait, elle allait s'en mordre les doigts. Il entendit grincer la porte-fenêtre et se retourna vers une Isabelle troublée. La robe de chambre couvrait à peine son corps nu et tremblant. Dans quelques secondes, il allait lui dire qu'il mettait fin à leur relation parce qu'elle était trop vieille, alors qu'en réalité il ne le pensait pas. Elle était belle et désirable, et son charme éveillait en lui un désir insatiable. Dans un sens, il était bien dommage qu'il soit obligé de la quitter, mais ce n'était pas la première fois qu'il avait ce genre de regret. « Qu'est-ce que tu fais dehors tout nu dans le froid? T'es fou? Tu vas tomber malade ?» Elle fixait sur lui un regard déjà vaincu. « Tu peux me dire ce qui se passe, là ?» Il s'approcha d'elle et la prit par le col de son peignoir. « Tu es trop vieille pour moi, » lui dit-il sans la moindre émotion, refermant sur sa gorge les pans de la robe de chambre. L'espace d'un instant, elle resta sous le choc, prête à le frapper ou à lui jeter au visage sa colère et sa frustration. Les injures se bousculaient au bout de sa langue, mais il savait déjà qu'elle se tairait. Une employée de mairie, divorcée et bien élevée, ne fait pas de scène à un jeune homme nu debout sur la terrasse de sa maison. Que penseraient les voisins? Il savait qu'elle s'en soucierait. Quand il se réveilla le lendemain matin de bonne heure, elle avait déjà rassemblé tout son désordre et jeté ses affaires pêle-mêle dans son sac de voyage. Il ne fut pas question de petit déjeuner. Elle se contenta de le bombarder de questions cinglantes. Malgré sa déception, elle avait gardé toute sa combativité. « Tu as fouillé dans mon ordinateur », lui dit-elle d'une voix calme, bien que la pâleur de son visage dénonce sa fureur. « Tu as pris des renseignements sur mon frère. Tu as laissé au moins une 50aine de traces grossières dans mes données informatiques. Tu aurais peut-être dû prendre la peine de te renseigner sur ce que je fais à la mairie. Je trouve assez stupide et irrespectueux de ta part d'avoir oublié ce détail. » Elle parlait, et il la laissait faire sans l'écouter, en se disant simplement qu'il allait devoir utiliser sa douche, qu'elle le veuille ou non. La famille, là-bas, à Stanghede, ne confierait pas ses enfants à un type mal rasé et puant le sexe. Mais tout à coup, il fut obligé d'écouter ce qu'elle disait. « Je suis technicienne en informatique auprès de la commune de Viborg, et je suis la meilleure. C'est moi qui m'occupe de la mise en place et de la protection de leur système. C'est pour ça que je sais très exactement ce que tu as fait. Cela ne me pose aucun problème de rentrer dans les programmes de mon propre portable, figure-toi. » Elle le regardait droit dans les yeux. Parfaitement maîtresse d'elle-même. Elle était déjà remise de ses émotions. Sa confiance en elle la plaçait au-dessus de l'auto-apitoiement.
Elle ne se laisserait aller ni aux larmes, ni à la crise d'hystérie. Mon sous-main était une cachette trop facile pour mes mots de passe. Tu aurais dû deviner que je les avais mis là exprès. Il y a plusieurs jours que je te surveille. Je me demandais ce que tu cherchais. Je me méfie toujours des gens qui ne parlent jamais d'eux. Tu comprends? En général, les hommes adorent parler d'eux-mêmes. Elle eut un sourire narquois quand elle vit qu'il était en alerte. Je me suis demandé pourquoi tu ne me révélais rien sur ta vie, et ça m'a intrigué. Il fronça les sourcils. Donc, maintenant tu crois tout savoir sur moi parce que je me suis montré discret sur ma vie privée et curieux de la tienne. Curieux? C'est un euphémisme. Je peux comprendre que tu t'intéresses à mes réseaux sociaux, mais pourquoi as-tu cherché à savoir des choses sur mon frère? Je croyais que c'était ton ex. Je me demandais ce qui n'avait pas marché entre vous. Elle ne tomba pas dans le piège. Elle se fichait de ses motivations. Il l'avait trahi, point final. Je te remercie quand même de ne pas avoir vidé mon compte en ligne. Il hasarda un sourire indulgent devant son sarcasme. C'était l'expression qu'il avait l'intention de réserver à sa sortie en direction de la salle de bain. Dommage. Mais tu vois, nous avons tous les deux des choses à nous reprocher, continuait-elle. Moi aussi j'ai un peu fouillé dans tes affaires, et devine ce que j'ai trouvé dans tes poches et dans ton sac. Rien du tout. Pas de permis de conduire, pas de carte de sécurité sociale, pas de carte de crédit, pas de clé de voiture, pas de porte-monnaie. Eh bien, tu vois mon ami, de la même manière que les femmes laissent toujours traîner leurs mots de passe dans des endroits évidents et dépourvus d'imagination, les hommes posent systématiquement leurs clés sur la roue avant de leur voiture quand ils ne veulent pas les garder avec eux. Tu as un très joli porte-clés en forme de boule de billard. Tu joues au billard? Tu m'en as jamais parlé? Il y a le chiffre 1 dessus. Tu es si bon que ça? Il sentit qu'il commençait à transpirer. Il y avait très longtemps qu'il n'avait pas eu l'impression de perdre le contrôle de la situation. Et il détestait ça. Ne t'inquiète pas, j'ai remis les clés où je les ai prises, et le permis de conduire aussi, ainsi que la carte grise de ta fourgonnette et tes cartes de crédit. Tout va bien, j'ai tout rangé à sa place sous les tapis de sol. Il regarda son cou. Un peu épais. Il allait devoir serrer fort et cela prendrait plusieurs minutes. Mais il avait largement le temps. C'est vrai que je suis quelqu'un qui ne se dévoile pas beaucoup, Isabelle, dit-il en faisant un pas pour se rapprocher d'elle. Il posa doucement la main sur son épaule. Écoute-moi, je suis très amoureux de toi, mais j'avoue ne pas avoir été honnête envers toi. Je suis un homme marié, j'ai des enfants et je suis en train de mettre tout cela en péril, tu comprends? Elle redressa la tête avec arrogance. Elle était blessée mais pas vaincue. Il aurait parié qu'elle était déjà tombée sur des hommes mariés qui lui avaient menti, mais il serait aussi le dernier homme à la trahir. Elle repoussa sa main. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas dit ton vrai nom, et je ne sais pas non plus pourquoi tu m'as raconté autant de mensonges. Maintenant tu essayes de me faire croire que tu as fait ça parce que tu étais marié, mais à vrai dire ça non plus je n'arrive pas à le croire. Elle s'écarta légèrement, comme si elle avait réussi à lire dans ses pensées, comme si elle allait chercher une arme pour se défendre. Quand on se retrouve sur une plaque de banquise face à une femelle ours, l'écume aux lèvres, il s'agit d'évaluer au plus vite les possibilités qui vous restent. Dans le cas présent, il en avait 4. Sauter à l'eau et nager, passer sur une autre plaque de glace, attendre en espérant que l'ours n'avait pas faim, ou tuer l'ours. Chacune de ces solutions avait ses avantages et ses inconvénients, mais en l'état, la 4e lui paraissait la plus séduisante. Son adversaire était blessée et prête à se défendre bec et ongle, en grande partie parce qu'elle était tombée amoureuse. Il aurait dû s'en apercevoir plus tôt, il était pourtant bien placé pour savoir que les femmes perdent facilement la tête quand elles sont dans cette situation et que cela conduit le plus souvent à la catastrophe. Pour l'instant, il n'évaluait pas encore très bien le mal qu'elle pouvait lui faire, et c'est pourquoi il avait décidé de se débarrasser d'elle. Il chargerait le cadavre dans le fourgon et la ferait disparaître comme il l'avait fait avec les autres. Il détruirait le disque dur de son ordinateur, éliminerait soigneusement toute trace de son passage chez elle. Il fixa intensément ses beaux yeux verts et se demanda combien de temps il mettrait à perdre leur éclat. « J'ai envoyé un mail à mon frère pour lui parler de notre rencontre, » lui dit-elle alors. « À tout hasard, je lui ai communiqué le numéro de ta plaque d'immatriculation, celle de ton permis de conduire, ton nom, ton numéro d'identité nationale et l'adresse qui figure sur ta carte grise.
Il ne s'occupe pas de ce genre de broutilles en règle générale, mais il est d'une nature curieuse. Et si je découvre que tu m'as volé quoi que ce soit, il te retrouvera. D'accord ? Il resta un instant comme tétanisé. Il ne circulait évidemment pas avec des papiers ou autres documents plastifiés à son vrai nom. Mais il n'était jamais arrivé auparavant que quelqu'un le pousse dans ses retranchements, et surtout pas quelqu'un qui avait un lien avec la police. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Qu'est-ce qu'il avait oublié? À quel moment avait-il commis une erreur? La réponse à cette question était-elle vraiment aussi simple? Est-ce qu'il aurait dû lui demander en quoi consistait son travail à la mairie? Sans doute. Et maintenant, il était coincé. « Pardon, Isabelle, » murmura-t-il. « Je sais que j'ai dépassé les bornes, je suis désolé. C'est juste que je suis complètement fou de toi. Je voudrais que tu oublies ce que je t'ai dit hier soir. Je ne savais plus quoi faire. Est-ce que j'aurais dû t'avouer que j'avais une femme et des enfants? Est-ce qu'il valait mieux que je te mente? J'allais perdre tout ce que j'avais si je m'abandonnais à mon amour pour toi. En fait, j'étais déjà sur le point de renoncer à ma famille pour rester avec toi, mais pour ça, il fallait que je sache le plus de choses possible. Je n'ai pas pu résister, tu comprends? » Elle le regardait avec mépris, tandis qu'il se débattait sur sa plaque de banquise. Il songea tout à coup que l'ours ne le terrasserait peut-être pas si elle n'avait plus de raison de le faire. S'il disparaissait et ne se montrait plus jamais dans les parages, elle ne prendrait probablement pas la peine de lancer son frère à sa recherche. Quel intérêt aurait-elle à faire ça? En revanche, s'il l'enlevait ou s'il la tuait, il y aurait toutes les raisons de le poursuivre. Le ménage le plus minutieux ne parviendrait pas à éliminer un poil pubien, une trace de sperme ou une empreinte digitale. Il le retrouverait tôt ou tard, même s'il ne retrouvait pas son nom dans les services de l'état civil. Il pourrait mettre le feu à la maison, mais les pompiers risquaient d'arriver à temps, ou bien un voisin repérerait son véhicule. Non, c'était trop dangereux. En plus, un policier répondant au nom de Karsten Jönsson connaissait maintenant le numéro d'immatriculation de la fourgonnette. Elle lui avait peut-être même décrit sa personne. Il regardait devant lui, le regard fixe, tandis qu'elle surveillait chacun de ses mouvements. Même s'il était le roi de la métamorphose et du déguisement, elle avait peut-être fait de lui une description très précise dans ce mail envoyé à son frère. Sa taille et sa corpulence, la couleur de ses yeux et, qui sait, certains détails de son anatomie. En fait, il n'avait aucune idée de ce que contenait le fameux mail, et c'était là que le bas blessait. Il plongea les yeux dans son regard dur et réalisa qu'elle n'était pas une ours. Elle était cet animal mythologique qu'on appelait le basilic, à la fois serpent, coq et dragon. Quand on regardait le basilic dans les yeux, il vous pétrifiait. Il suffisait de croiser son chemin pour être empoisonné par son venin. Tel le coq, elle irait crier la vérité sur tous les toits. Seul son propre reflet avait le pouvoir de vaincre cet animal de légende. C'est pourquoi il lui dit « Quoi que tu fasses, Isabelle, je ne cesserai jamais de penser à toi. Tu es si belle, si merveilleuse, et j'aurais voulu te rencontrer plus tôt dans ma vie, mais c'est trop tard. Je le regrette et j'implore ton pardon, je ne voulais pas te faire du mal. Tu es un être rare, je suis terriblement désolé. » Puis il lui caressa doucement la joue. Apparemment, la ruse fonctionna. En tout cas, ses lèvres se mirent à trembler légèrement. « Je trouve que tu devrais t'en aller maintenant. Je ne veux plus te voir, » lui dit-elle alors qu'elle ne le pensait pas. Elle le regretterait longtemps. Quand on avait son âge, on n'avait plus beaucoup d'occasions de vivre ce genre d'aventure. Ce fut le moment qu'il choisit pour sauter sur la plaque de glace suivante. Ni l'ours ni le basilic ne le poursuivraient. Elle le laissa partir. Il n'était même pas 7 heures du matin. Chapitre 16. Comme chaque jour, il appela sa femme à 8 heures du matin. Il évita tout sujet conflictuel, lui raconta toutes sortes d'événements qui n'avaient pas vraiment eu lieu, et lui déclara ses sentiments pour elle, alors qu'en ce moment, elle ne lui en inspirait aucun. En sortant de Viborg, il fit une halte dans un supermarché pour s'arranger un peu dans les toilettes publiques. Il poursuivit sa route vers Haldegge et enfin vers Stanghede, où Samuel et Magdalena l'attendaient. Rien ne pourrait plus se mettre en travers de son chemin à présent.
Il faisait beau. Il serait arrivé à sa destination finale avant la nuit. La famille l'accueillit avec des petits pains sortant du four et beaucoup d'impatience. Samuel s'était entraîné ce matin, malgré son genou blessé, et Magdalena avait brossé son épaisse chevelure et ses yeux brillaient de plaisir anticipé. Ils étaient aussi près qu'on pouvait l'être. « Voulez-vous que je passe par la clinique pour faire examiner le genou de Samuel ? Nous avons le temps, je pense. » Il avala la dernière bouchée de brioche en regardant sa montre. Il était 10h moins le quart et il savait qu'il dirait non. Les adeptes de l'église de la Sainte Vierge ne fréquentaient pas les hôpitaux s'ils pouvaient l'éviter. « Non, merci, tout va bien, c'est juste une légère entorse. » Raquel lui tendit une tasse de café et lui offrit de se servir lui-même de lait s'il en voulait. « Alors, elle a lieu où cette compétition de karaté ?» demanda Joshua. « On pourrait peut-être aller y faire un tour plus tard dans la journée si on a le temps. » « Ne dis pas de bêtises. » Raquel lui donna une petite tape. « Tu sais très bien que tu es débordé. » Joshua n'avait jamais le temps. « Au gymnase de Winderup, » répondit-il tout de même. « La compétition est organisée par le club Buyutsukan. Vous trouverez peut-être des informations sur le net. » Il n'y avait rien sur Internet, il le savait, et de toute façon, il y avait peu de chances qu'ils aient une connexion. Cela faisait partie des inventions profanes que leur communauté réprouvait. Il porta brusquement une main à son visage. « Oh, pardon, quel imbécile je fais. Bien sûr, vous n'avez pas Internet. Et vous avez tellement raison. C'est un instrument diabolique. » Il prit un air contrit. Même le café était sans caféine. Dans cette maison, tout était politiquement correct. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, la compétition aura lieu au gymnase de Winderup, dit-il en guise de conclusion. Alignés en randonnion, tous les membres de cette famille, qui à dater de cette seconde ne connaîtraient plus jamais la paix et la confiance en leur prochain, agitaient joyeusement la main en regardant partir la voiture. Ils allaient bientôt devoir remballer leur sourire et apprendre dans la douleur que le mal ne se laissait pas combattre par des messes hebdomadaires et le sacrifice des technologies qu'offre le monde moderne. Ils n'avaient aucunement pitié d'eux. Ils avaient choisi délibérément le chemin qu'ils désiraient suivre, et ce chemin avait croisé sa route, à lui. Il regarda les deux enfants assis sur le siège à côté de lui. Eux aussi agitaient gaiement la main pour dire au revoir. « Vous êtes bien assis ?» leur demanda-t-il, tandis qu'il longeait de tristes chaumes de maïs noirâtres. Il plongea la main dans l'espace de rangement latéral. L'arme était à sa place. Peu de gens seraient capables d'identifier l'objet, qui avait exactement la forme d'une poignée d'attaché-case. Ils hochèrent la tête et il leur sourit. Ils étaient bien assis et détendus. Ils n'avaient pas beaucoup de distractions dans leur vie tranquille et pleine de rigueur. Ils s'apprêtaient à vivre une des plus belles journées de leur vie. Décidément, ces deux-là allaient lui rendre la tâche facile. « La route est belle jusqu'à Winderup, » dit-il en leur proposant une barre chocolatée. Encore une chose qui leur était interdite en temps normal, mais qui, aujourd'hui, contribuerait à tisser une complicité entre eux, et de la complicité naissait la confiance. Et, s'ils avaient confiance en lui, ils pourraient travailler en paix. « Si vous voulez, j'ai aussi des fruits, » proposa-t-il en voyant qu'ils hésitaient à accepter la friandise. « Vous préférez manger une clémentine ? » « Je crois que je vais prendre le chocolat. » Magdalena lui fit un sourire irrésistible, dévoilant son appareil dentaire. Il reconnaissait bien là l'adolescente pleine de secrets enfouis au fond de son jardin. Un peu plus tard, il se lança dans un panégyrique de la région et dit son impatience de venir y vivre bientôt à plein temps. Quand ils arrivèrent au croisement de Winderup, où il avait prévu de quitter la route, l'ambiance dans la voiture était exactement comme il l'avait souhaité. Décontractée, sereine et conviviale. « Je crois que vous avez tourné trop tôt », fit remarquer Samuel en s'avançant vers le pare-brise. « La route de Holstebro est la suivante ?»« Oui, je sais, mais hier, en cherchant des maisons dans le coin, j'ai découvert ce raccourci. Il rejoint la Nationale 16. » Il tourna à nouveau quelques centaines de mètres après le mémorial à Eric Klipping. D'après la pancarte, la rue s'appelait Esselborgweg. « C'est par là. La route est un peu cabossée, mais on gagne plusieurs kilomètres, » leur expliqua-t-il. « Ah bon ?
Samuel lut une deuxième pancarte plantée au bord de la route. Départementale interdite à tout véhicule militaire. « J'étais persuadé que c'était une voie sans issue, » dit le gamin en se rasseyant au fond du siège. « Pas du tout. On va passer une ferme jaune sur la gauche, ensuite on arrivera à une autre ferme, toute délabrée, sur la droite, et puis on prendra la première à gauche. Ça doit être cette route-là que tu ne connais pas. » Il hocha la tête pour lui-même quand les traces de roues disparurent quelques centaines de mètres plus loin. Le paysage alentour était accidenté et planté d'arbres. Après le prochain virage, il serait arrivé à l'endroit prévu. « Vous voyez, je m'étais pas trompé. Vous n'allez pas pouvoir passer par là ?» fit remarquer le jeune homme. Il avait tort, mais ce n'était pas le moment de discuter. « Zut alors! Tu avais raison, Samuel. Il va falloir que je fasse demi-tour. Pourtant, j'étais certain que... » Il fit une manœuvre rapide et alla se garer entre les arbres en marche arrière. Quand la voiture fut arrêtée, il sortit le stunt gun de la portière, enleva la sécurité, le posa contre le cou de Magdalena et tira. L'arme diabolique envoya une décharge d'1 million de volts dans le corps de la jeune fille, la paralysant sur le champ. Le cri de douleur et la convulsion qui secoua sa sœur firent violemment sursauter Samuel. Il ne s'y attendait pas plus qu'elle. Ses yeux exprimaient l'effroi, mais aussi une certaine combativité. Pendant le court laps de temps qui s'écoula entre le moment où sa sœur s'écroula contre lui et celui où il comprit que l'objet qu'on posait sur son cou était mortellement dangereux, tous ses réflexes de survie se déclenchèrent d'un seul coup. Le garçon repoussa le corps de sa sœur, agrippa la poignée de la porte côté passager, et avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, Samuel avait déjà pris la fuite. L'électrochoc se déclencha dans le vide. Il en donna encore un coup à Magdalena avant de se lancer à la poursuite de son frère, qui avait déjà parcouru quelques mètres sur le chemin forestier, en boitillant sur son genou blessé. Dans quelques secondes, ce serait son tour. Quand il atteignit la lisière de la forêt de sapins, il fit brusquement volte-face. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla-t-il tout en implorant le secours de Dieu, comme si, tout à coup, une armée d'anges envoyés du ciel allait surgir du sous-bois pour lui venir en aide. Il fit un pas de côté et s'empara d'une branche de conifère munie de dangereuses piques brisées. « Merde !» songea-t-il. Il aurait quand même dû commencer par le garçon. Pourquoi n'écoutait-il jamais ce que lui soufflait son instinct? « N'essayez pas de m'approcher !» cria le jeune homme en faisant tournoyer la branche au-dessus de sa tête. Il frapperait s'il en avait la possibilité, cela ne faisait aucun doute. Ce garçon lutterait de toutes ses forces. Il se fit la réflexion qu'il allait devoir commander un taser C2 sur Internet. Ainsi, il pourrait neutraliser ses victimes à plusieurs mètres de distance. Parfois, il n'y avait pas une seconde à perdre. C'était le cas à présent. Les fermes les plus proches ne se trouvaient qu'à quelques centaines de mètres de là. Même s'il avait choisi l'emplacement avec soin, il était tout à fait possible qu'un fermier ou un bûcheron vienne s'aventurer dans le secteur. Dans quelques secondes, la petite sœur du jeune homme allait retrouver suffisamment ses esprits pour être capable de prendre la fuite, elle aussi. « Tu n'as aucune chance, Samuel !» cria-t-il en marchant vers le garçon, qui donnait toujours des coups désordonnés dans le vide avec son bâton. Il sentit la branche déchirer son épaule au moment où il déclenchait le stunt gun contre le bras de son adversaire. Ils hurlèrent de douleur simultanément. Mais le combat était inégal, et le garçon s'écroula quand il reçut la décharge suivante. Il regarda l'endroit où la branche l'avait atteint. « Fais chier !» s'exclama-t-il en voyant le sang imbiber peu à peu la toile de son anorak. « En tout cas, la prochaine fois, j'utilise un taser !» grommela-t-il entre ses dents, pendant qu'il enfermait le garçon à l'arrière du fourgon avec un chiffon de chloroforme sur le nez. Un instant plus tard, son regard devint vague, et il perdit connaissance. Sa sœur subit le même sort. Il procéda comme les autres fois. Il leur banda les yeux et leur ligota les poignets et les chevilles avec du Chatterton, ferma leur bouche avec le même ruban adhésif et les allongea en position latérale de sécurité sur le tapis de sol. Il changea de chemise et de blouson et resta quelques minutes à observer les deux enfants, afin de s'assurer qu'ils ne se mettaient pas à vomir au risque de s'étouffer. Quand il jugea leur état rassurant, il reprit la route. Sa sœur et son beau-frère s'étaient installés dans une petite ferme, à la sortie du village d'Aroup. La maison d'habitation,
construite en bord de route, était toute blanche. Elle se trouvait à quelques kilomètres de l'église où avait reposé le cercueil de leur père. Le dernier endroit au monde où lui-même aurait élu domicile. « Alors, d'où viens-tu cette fois ?» lui demanda son beau-frère par politesse, en lui désignant la vieille paire de charentaises que tous leurs invités étaient contraints de porter pour être admis à l'intérieur de sa maison. Comme si le plancher de cette baraque avait une quelconque valeur. Guidé par son oreille, il entra dans le salon où sa sœur fredonnait, allongée sur un canapé, enveloppée dans une couverture rongée autant par les années que par les mythes. Eva le reconnaissait toujours à sa façon de marcher, mais elle ne dit pas un mot pour l'accueillir. Elle avait beaucoup grossi depuis sa dernière visite. Elle devait avoir pris au moins 20 kilos. Son corps se répandait désormais dans tous les sens et avait presque réussi à noyer l'image de la jeune fille qui dansait gaiement, jadis, dans le jardin du presbytère. Ils ne se dirent pas bonjour. Ils ne le faisaient jamais. Les formules de politesse ne faisaient pas non plus partie de leur héritage familial. « Je ne fais que passer, » dit-il en s'accroupissant devant elle. « Comment vas-tu ?»« Willy s'occupe bien de moi, » répondit-elle. « On va déjeuner dans un petit moment. Tu veux manger un bout avec nous ?»« Je veux bien. Je partirai tout de suite après. » Elle acquiesça. En réalité, elle s'en fichait. Depuis que l'étincelle de vie s'était éteinte dans ses yeux, l'intérêt qu'elle portait aux autres et au monde alentour avait disparu aussi. C'était probablement inéluctable. Les images fanées du passé devaient prendre trop de place. « Je vous ai apporté de l'argent. » Il tira une enveloppe de sa poche et la lui donna. « Il y a 30 000 couronnes. Avec ça, vous devriez vous en sortir jusqu'à ma prochaine visite. »« Merci. Tu penses repasser quand ?»« Dans quelques mois. » Elle hocha la tête et se leva. Il voulut l'aider, mais elle le repoussa. Sur la table de la cuisine, plusieurs barquettes en aluminium remplies de pâtés bon marché et de tranches de viande rôtie indéfinissables avaient été posées sur une nappe en toile cirée qui avait connu des jours meilleurs il y a quelques décennies de cela. Willy avait pas mal d'amis dans le secteur qui tuaient plus de gibier qu'ils n'en pouvaient consommer, et il ne manquait jamais de protéines. Son beau-frère lâcha un soupir d'asthmatique en inclinant le menton sur sa poitrine pour dire le bénédicité. Ils avaient tous les deux les yeux fermés, mais ils sentaient toute leur énergie tournée vers le bout de la table, où il était assis. « Tu n'as toujours pas trouvé Dieu ?» lui demanda sa sœur en dirigeant vers lui son regard opaque quand la prière fut terminée. « Non, » lui répondit-il. « À force de me filer des beignes, notre cher père a réussi à m'en débarrasser. » À cette phrase, son beau-frère leva lentement la tête et lui jeta un regard haineux. Il avait été un beau garçon autrefois, plein de vie et d'ambition, avec 1000 projets de voyage autour du monde en voilier et de femmes à la peau aussi douce que la soie. Quand il rencontra Eva, elle réussit à le séduire par sa vulnérabilité et ses belles paroles. Il aimait déjà le Christ, mais pas au point de le considérer comme son meilleur ami. Eva se chargea de lui ouvrir les yeux. « Je t'interdis de parler ainsi de mon beau-père !» s'exclama le mari de sa sœur. « C'était un saint homme !» Il se tourna vers sa sœur. Son visage était totalement dénué d'expression. Si elle avait eu un commentaire à faire, c'était le moment, mais elle se tut, évidemment. « Tu crois que notre père est au paradis, si j'ai bien compris ?» Son beau-frère fronça les sourcils en guise de réponse. Il savait qu'il n'avait pas intérêt à se lancer dans une discussion avec lui, tout mari de sa sœur qu'il était. Il hocha la tête et regarda son beau-frère. Pauvre imbécile, songea-t-il. S'il était à ce point attiré par un paradis où s'ébattait un pasteur de 3e zone au corps rabougri et à la métriquée, il serait ravi de l'y envoyer en vitesse. « Arrête de me regarder comme ça, beau-frère, » lui dit-il. « Je viens de donner 30 000 couronnes à Eva. Pour cette somme, j'aimerais qu'au moins tu me fiches la paix pendant la demi-heure que je passe dans cette maison. » Il leva les yeux vers le crucifix, suspendu sur le mur, au-dessus du visage renfrogné du mari de sa sœur. Il pesait bien plus lourd qu'il n'en avait l'air. Il le ressentait encore aujourd'hui, dans sa propre chair. Il sentit qu'on bougeait à l'arrière de la fourgonnette au moment où il allait s'engager sur le pont du Grand Belt.
Il s'arrêta sur le parking avant le péage pour redonner une dose de chloroforme à ses 2 prisonniers agités. Il ne redémarra que lorsque le calme fut revenu. Il avait ouvert les 2 vitres avant. Il se sentait étrangement agacé. Il avait l'impression d'avoir abusé du chloroforme cette fois. Quand il arriva à la maison au bord du lac, il faisait encore trop clair pour qu'il puisse emmener les enfants jusqu'au hangar. Les premiers plaisanciers de la saison, qui étaient aussi les derniers de la journée, commençaient tout juste à faire cap sur les marinas de Lyness et de Kegness. Il aurait suffi d'un seul curieux muni d'une paire de jumelles pour tout faire capoter. Il n'était pas pressé, tout semblait calme à l'arrière de la voiture. Trop calme. Et ça commençait à l'inquiéter. Si les gosses étaient morts, tous les préparatifs de ces derniers mois auraient été faits en pure perte. « Tu vas aller te coucher, oui ?» gueula-t-il, les yeux braqués sur le colosse céleste rouge sang qui semblait s'accrocher aux nuages écarlates qui s'entassaient sur la ligne d'horizon. Il prit son téléphone portable dans sa poche. La famille, là-bas, à Dolrup, devait déjà commencer à s'inquiéter de ne pas le voir revenir avec les 2 enfants. Il leur avait promis de les ramener avant l'heure de la sieste de fin d'après-midi, et il n'avait pas tenu sa promesse. Il les imaginait, attablés pour le repas du soir, vêtus de tuniques et bougies allumées. La mère devait être en train de déclarer en ce moment même que c'était la dernière fois qu'il lui faisait confiance. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Il appela, ne se présenta pas, se contenta de dire qu'il exigeait une rançon d'1 million de couronnes, en petites coupures, dans un sac usagé, qu'il devrait jeter par la fenêtre d'un train. Il leur indiqua quel train il devait prendre et à quelle heure, à quelle gare changer, à quel moment et de quel côté de la voie il leur faudrait guetter le signal lumineux. Il tiendrait la torche à la main et elle aurait la puissance d'un flash autoroutier. Ils ne devraient pas hésiter une seconde, car c'était leur seule chance de revoir leurs enfants en vie. Aussitôt qu'il aurait récupéré le sac, les enfants leur seraient rendus. Il leur conseilla de ne pas essayer de le berner. Il leur laissait tout le week-end et le lundi pour réunir la somme. Lundi soir, ils devraient monter dans ce train. S'il manquait de l'argent, les enfants mourraient. S'ils prévenaient la police, les enfants mourraient. S'ils tentaient de le duper de quelque façon que ce soit au moment de lui remettre l'argent, les enfants mourraient. N'oubliez pas que vous pouvez toujours regagner de l'argent, mais que les enfants, eux, seront définitivement perdus. Quand il parvenait à cette réplique-là, il marquait toujours un petit temps pour entendre les parents suffoquer au bout du fil, puis reprendre leur souffle, accusant le choc. N'oubliez pas non plus que vous ne pourrez pas éternellement protéger vos autres enfants. Si j'ai le moindre doute quant à votre discrétion dans les années à venir, vous pouvez vous préparer à vivre désormais dans la terreur. C'est la seule chose dont vous pouvez être sûr, hormis le fait que vous ne retrouverez jamais la trace du portable avec lequel je vous appelle. Et puis il raccrocha. C'était aussi simple que ça. Dans 10 secondes, le portable aurait atterri au fond du fjord. Et il avait toujours été doué pour lancer loin. Les enfants étaient pâles, mais en vie. Il les enchaîna au plafond bas du hangar à bateau, loin l'un de l'autre. Il leur retira le bandage qu'ils avaient sur les yeux et s'assura qu'ils ne vomissaient pas ce qu'il leur donna à boire. Après l'habituelle séance de menaces, de pleurs et d'angoisse, ils mangèrent un peu, et c'est avec bonne conscience qu'il les bâillonna à nouveau avant de reprendre la route. Il était propriétaire de cet endroit depuis 15 ans, et personne à part lui ne s'était jamais approché du hangar à bateau. La maison dont le hangar dépendait était cachée derrière un rideau d'arbres, et la végétation était dense dans la partie du terrain qui séparait les 2 bâtiments. On ne pouvait apercevoir la construction que depuis l'eau, et encore. Qui irait s'aventurer dans la nauséabonde infusion d'algues qui poussait au-dessus du filet de pêche qu'il avait tendu entre les pieux plantés au fond du fjord depuis le jour où l'une de ses victimes avait jeté quelque chose à l'eau. Les enfants pouvaient s'époumoner autant qu'ils voulaient, personne ne les entendrait. Il regarda sa montre. Aujourd'hui, il n'allait pas téléphoner à sa femme comme il le faisait d'habitude pour la prévenir qu'il était sur le chemin du retour. Pourquoi lui faire savoir à quel moment elle pouvait s'attendre à le voir rentrer à Roskilde? Il irait dans son autre propriété, à Ferslev, garerait le fourgon dans la grange, et il reprendrait la route dans sa Mercedes. Dans moins d'1 heure, il serait rentré, et il verrait bien à quel petit jeu elle était en train de jouer avec lui.
Les kilomètres qui le séparaient de son domicile lui apportèrent un certain apaisement. Qu'est-ce qui l'avait rendu tellement suspicieux envers son épouse? Le problème ne venait-il pas de lui? Ses soupçons, probablement injustifiés, et toutes ses mauvaises pensées, ne trouvaient-ils pas leur source dans le climat de mensonge et de dissimulation sur lequel reposait sa propre vie et les moyens qu'il avait trouvés pour la gagner? Était-ce une simple résultante de la double vie qui était la sienne? Parce que tout de même, je suis heureux avec elle. Ce fut la dernière pensée qui lui traversa l'esprit avant qu'il constate la présence d'un vélo d'homme appuyé au tronc du saule pleureur de l'allée. Et ce vélo n'était pas le sien. Chapitre 17. Il fut un temps où leur conversation téléphonique du matin lui donnait de l'énergie pour toute la journée. Le son de sa voix suffisait à lui faire supporter une vie sans aucun contact avec l'extérieur. Il lui suffisait d'imaginer qu'il la prenait dans ses bras pour se sentir heureuse. Mais plus maintenant. La magie avait disparu. « Demain j'appellerai ma mère pour me réconcilier avec elle », se disait-elle parfois. Et la journée passait. Le lendemain arrivait, et elle ne téléphonait pas. Qu'aurait-elle pu lui raconter, de toute façon? Qu'elle était triste de ne plus la voir? Qu'elle s'était trompée? Qu'elle venait de rencontrer un autre homme et qu'il lui avait fait prendre conscience de son erreur? Qu'il lui disait des mots qui lui faisaient oublier tout le reste? Non, bien sûr. Elle ne pouvait pas avouer cela à sa mère, bien que ce fût la stricte vérité. Quelqu'un avait enfin comblé le vide immense dans lequel son mari l'avait enfermée. Kenneth était venu la voir plusieurs fois. Il arrivait après qu'elle avait déposé Benjamin à la crèche. Vêtu d'une chemisette à manches courtes et d'un pantalon d'été malgré le temps capricieux de ce mois de mars. 8 mois en Irak et 10 en Afghanistan lui avaient durci le cuir. Le froid hivernal, dehors comme dedans, faisait vite oublier leur sens du confort au casque bleu danois. C'était inéluctable et terrible aussi. La dernière fois qu'elle avait parlé à son mari au téléphone, il lui avait demandé des nouvelles de Benjamin et s'était étonné que son rhume soit passé si vite. Il lui avait aussi dit qu'il l'aimait et qu'il était impatient de la retrouver. Il lui avait annoncé qu'il risquait de rentrer plus tôt que prévu. La différence était qu'à présent, elle ne croyait pas la moitié de ce qu'il disait. Avant, ces mots lui faisaient tourner la tête. Maintenant, ils lui faisaient mal. Et puis, il y avait la peur. Elle avait peur de ses colères. Peur du pouvoir qu'il avait sur elle. S'il la jetait dehors, elle n'aurait plus rien. Il s'était assuré de cela. Enfin, il l'aiderait peut-être un tout petit peu, mais en tout cas, il ne lui laisserait pas Benjamin. Il connaissait tant de mots, et il savait si bien s'en servir. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Qui la croirait quand elle affirmerait que Benjamin était plus heureux avec elle? N'était-ce pas elle qui était sur le point d'abandonner le domicile conjugal? N'était-ce pas lui qui se décarcassait toute l'année sur les routes pour subvenir à leurs besoins? Elle les entendait d'ici. Les gens de la mairie, ceux des services sociaux, tous ces arbitres de la bienséance qui ne jugeraient que sur sa maturité à lui et sur ses manquements à elle. Elle savait d'avance ce qu'il dirait. « J'appellerai ma mère tout à l'heure, » se dit-elle. « Je ravalerai mon orgueil et je lui raconterai tout. C'est ma mère, après tout, elle va m'aider, elle doit m'aider, il le faut. » Les heures passaient, et plus elle gambergeait, plus elle était oppressée. Qu'est-ce qui lui arrivait? Était-ce parce qu'elle se sentait tout à coup plus proche d'un parfait étranger qu'elle ne l'avait jamais été de son propre mari? Car après tout, elle ne connaissait de lui que ce qu'ils partageaient pendant les quelques heures qu'ils passaient ensemble dans cette maison. Que savait-elle de son travail, de son passé? Qu'y avait-il dans toutes ces caisses, rangées dans le débarras du premier étage? Elle l'ignorait. Elle savait qu'elle ne l'aimait plus, mais ne parvenait pas à justifier ce changement. Qu'avait-elle à lui reprocher? Est-ce qu'elle n'était pas simplement victime d'un moment d'aveuglement? Voilà les pensées qui l'animaient. Et voilà pourquoi elle ne put s'empêcher de remonter au premier étage et de s'arrêter devant la porte de la pièce interdite. La vérité se cachait-elle derrière? Allait-elle transgresser sa loi? Était-elle arrivée au point de non-retour? Oui, elle ne pouvait plus faire machine arrière à présent.
Elle sortit tous les cartons et les posa dans le couloir dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils étaient rangés. Quand elle aurait fini, il faudrait qu'ils retrouvent exactement leur place initiale, bien fermée, avec les manteaux posés dessus. Il n'y avait que de cette façon qu'elle pourrait mener son projet à bien. Elle l'espérait, du moins. Les 10 premiers cartons, ceux qui avaient été empilés tout au fond, sous les Velux, confirmaient ce que lui avait raconté son mari. Ils étaient remplis de vieux objets ayant appartenu à sa famille et qui ne le concernaient pas. Des choses du genre de celles que ses grands-parents à elle avaient laissées derrière eux en mourant. Vaisselle, cartes postales, bibelots, tapis en laine, nappes brodées, ménagères 12 couverts, coupe-cigares, vieilles pendules et épingles de cravate. Souvenir d'une vie de famille révolue et bientôt vouée à l'oubli, telle qu'il la lui avait décrite. Les 10 cartons suivants apportaient des éléments qui modifiaient ce tableau de manière troublante. Ils contenaient des photos dans leur cadre doré, des albums et des coupures de journaux. Toute une collection d'images témoignant d'événements passés remontant à son enfance et laissant à entendre que le mensonge et la dissimulation dont elle le soupçonnait ne dataient pas d'hier. Car contrairement à ce qu'il avait toujours prétendu, son mari n'était pas fils unique. En fait, il ne faisait désormais aucun doute qu'il avait une sœur. Elle le reconnut sur une photo, habillé en costume de marin, les bras croisés et l'air triste. Il ne devait guère avoir plus de 6 ou 7 ans. La peau lisse et d'épais cheveux coiffés avec une raie sur le côté. Près de lui se tenait une petite fille à longues nattes et au sourire timide. C'était peut-être la première fois qu'on la prenait en photo. Un charmant portrait de 2 enfants, aussi différents l'un de l'autre qu'on peut l'être. Elle retourna l'image et lut les 3 lettres inscrites au dos. Eva. Et puis, autre chose qu'elle ne put déchiffrer parce que quelqu'un l'avait biffé de nombreux traits de stylo-bille. Elle retourna plusieurs photos et découvrit que chaque fois les inscriptions au dos avaient été raturées. Pas un seul nom. Pas un seul lieu. Tout avait été effacé. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à effacer les noms des gens, songea-t-elle. C'est terrible de faire ça. Ça les fait disparaître à jamais. Quand elle était chez elle, il lui était souvent arrivé de regarder des vieilles photos en noir et blanc sur lesquelles figuraient des personnes sans nom. Sa mère lui disait parfois « Regarde, c'est ton arrière-grand-mère, elle s'appelait Dagmar. » Mais quand sa mère serait morte, que deviendraient les noms? Comment se rappellerait-on qui a donné la vie à qui et à quel moment? Cette petite fille, elle, avait un nom. Eva. Elle devait être la sœur de son mari. Mêmes yeux, même bouche. Sur certaines photos où ils étaient seuls, tous les deux, elle le contemplait pleine d'admiration. C'était touchant. Eva avait l'air d'une petite fille comme les autres, blonde et lisse, et pourtant elle semblait porter sur le monde un regard qui, sur toutes les photos hormis la première, contenait plus d'appréhension que de confiance. Quand les parents et les enfants étaient ensemble sur les prises de vue, ils étaient debout si près les uns des autres qu'on aurait dit qu'ils cherchaient à se protéger du monde extérieur. Ils ne se tenaient pas enlacés, simplement serrés les uns contre les autres. Sur les rares photos où ils figuraient tous les 4, la composition était toujours la même. Les enfants devant, les bras pendants le long du corps, la mère derrière sa fille et le père derrière son fils, leurs mains posées sur les épaules des enfants. Ses mains semblaient écraser les enfants contre le sol. Elle essaya de comprendre la personnalité de ce garçon aux yeux vieux comme le monde, qui était maintenant son mari. Ce n'était pas facile. Ils avaient tant d'années de différence. Elle le sentait encore plus aujourd'hui que d'habitude. Elle referma les caisses de photos et se mit à feuilleter les coupures de presse, avec le sentiment amer que leur rencontre avait été une erreur, et qu'en fait, l'homme à qui elle aurait dû unir son destin habitait à 5 rues d'ici, et n'avait rien à voir avec celui qu'elle voyait sur ses photos. Son père était pasteur. Il ne le lui avait jamais dit, mais on le devinait à la tenue qu'il portait sur plusieurs des clichés. C'était un homme d'apparence arrogante, austère et autoritaire. Les yeux de sa mère n'exprimaient rien du tout. Dans les articles qui avaient été conservés, on devinait pourquoi. Le père dirigeait tout. Il y avait des parutions religieuses dans lesquelles il maudissait les hérétiques, prêchait l'élitisme et fustigeait les mœurs dissolues. Des pamphlets qui parlaient de tenir la parole de Dieu fermement serrée dans le creux de sa main
et de ne la lâcher que lorsqu'il s'agissait de la jeter à la figure des hommes sans foi. Son mari avait eu une éducation bien différente de la sienne. Beaucoup trop différente. Ces papiers jaunis dégageaient une odieuse atmosphère de conservatisme, de chauvinisme, d'intolérance et d'intégrisme. Bien sûr, il s'agissait de son beau-père et non de son mari, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir rétrospectivement à quel point les malédictions du père avaient laissé dans le cœur du fils une zone d'ombre qui ne s'effaçait tout à fait que lorsqu'il faisait l'amour avec elle. Et l'enfance ne devait en aucun cas laisser ce genre de traces. Il y avait de manière générale quelque chose qui clochait. Chaque fois qu'un nom ou un endroit était cité, on l'avait rayé au stylo-bille, toujours avec le même stylo. Elle décida qu'elle essaierait de retrouver le grand-père de Benjamin sur Google la prochaine fois qu'elle se rendrait à la bibliothèque municipale. Mais il fallait d'abord qu'elle découvre qui il était. Il devait bien y avoir dans l'un de ses articles quelque élément qui lui permette de découvrir comment il s'appelait. Et quand elle saurait ça, elle trouverait sûrement des renseignements sur cet homme si particulier et si peu aimable, même en ces temps d'amnésie collective. Elle pourrait tout simplement en parler avec son mari. Cela l'aiderait peut-être à se libérer un peu. Elle ouvrit ensuite une série de boîtes à chaussures qu'elle trouva empilées dans l'un des cartons. Elles contenaient un tas d'objets anodins, tels qu'un briquet de marque Ronson qu'elle actionna et qui, contre toute attente, fonctionna à la perfection, des boutons de manchette et un coupe-papier. Il y avait aussi quelques articles de bureau, de ceux qu'on garde parce qu'ils vous rappellent une époque de votre vie professionnelle. Le reste du contenu des boîtes évoquait différentes périodes de la vie de son mari. Coupures de journaux, brochures et tracts politiques. Chacune d'entre elles révélait un pan de son existence. Réunies, elles donnaient l'image d'un homme blessé et humilié, devenu à la fois le reflet et le contraire de l'homme qui lui avait donné la vie. D'abord, un jeune garçon dont le comportement allait à l'opposé des préceptes stricts de son éducation. Puis, un adolescent qui se lançait dans l'action par réaction. Et enfin, un homme dressé sur des barricades, militant en faveur de tout régime totalitaire excluant la religion. Une photo le montrait au cœur de la mêlée quand on avait évacué les squats sur Vesterbrogade en 1990. Un homme, encore, troquant l'uniforme de la marine pour le manteau de laine, puis pour la veste US et le foulard afghan. Un homme qui avait fini par voiler son visage pour de bon quand l'heure fut venue. C'était un caméléon capable de changer d'apparence en fonction du milieu dans lequel il évoluait, et elle venait seulement de s'en rendre compte. Elle envisagea un instant de tout ranger et d'oublier ce qu'elle avait vu. Après tout, il semblait lui-même vouloir effacer tout ce qui se trouvait dans ses cartons. N'avait-il pas d'une certaine façon fermé le couvercle sur ce qu'avait été sa vie avant elle? Si, certainement. Sinon, il lui aurait raconté sa vie et il n'aurait pas biffé tout ce qu'il pouvait avec son stylo-bille. Mais comment arrêter maintenant qu'elle avait commencé? Si elle ne continuait pas à fouiller son existence passée, elle ne parviendrait jamais à le comprendre et elle ne saurait pas quel individu avait été son père. Était-il encore de ce monde? Même ça, elle ne le savait pas. Alors, elle poursuivit son incursion dans le passé de son compagnon, découvrant une vie entière rangée dans des cartons qu'elle posait un à un le long du corridor. Archives classées dans des boîtes à chaussures, boîtes rangées dans des caisses, le tout soigneusement étiqueté par ordre chronologique. Elle s'attendait à découvrir qu'il avait fini par avoir des problèmes avec la justice, à force de monter sans cesse au créneau. Mais quelque chose semblait l'avoir poussé à changer de cap, comme s'il s'était assagi tout à coup. Chaque tranche de vie était regroupée dans des chemises en plastique sur lesquelles figuraient des dates. Apparemment, il avait aussi fait des études de droit. Il avait étudié la philosophie pendant 1 an. Il avait voyagé en Amérique latine pendant 2 années, au cours desquelles, selon les documents contenus dans les dossiers, il avait vécu de petits boulots dans des hôtels, chez divers viticulteurs ou comme commis dans une boucherie. C'est au retour de ces voyages qu'il était devenu l'individu qu'elle croyait connaître. Nouveaux dossiers soigneusement archivés et étiquetés. Brochures éditées par l'armée de métier. Notes concernant une école militaire, la gendarmerie nationale et les commandos de la célèbre Jägerkorps. Et, à partir de ce moment-là, les cartons ne continrent plus rien de personnel, ni documents, ni objets.
Elle ne trouva plus aucun nom, aucune indication de lieu ou de personne qu'il ait pu rencontrer. Juste ces chiffres sur la couverture des classeurs, marquant les années écoulées. Les dernières indications qui auraient pu donner une idée de son parcours apparurent sous la forme d'une pile de documentation en plusieurs langues. Une école navale en Belgique, un dépliant de la Légion étrangère avec de belles photos du sud de la France, des dossiers d'inscription provenant de plusieurs écoles de commerce au Danemark. Rien ne permettait d'apprendre quelle voie il avait finalement choisie. On pouvait juste se faire une idée du genre de réflexion qui l'animait à cette période-là. Tout cela donnait une impression de chaos. Et, tandis qu'elle remettait en place la dernière série de cartons, la panique s'empara d'elle. Elle savait qu'il était entré dans la clandestinité, professionnellement parlant. Il le lui avait dit, et jusque-là, elle en avait déduit qu'il travaillait au service du bien, dans les services secrets, par exemple, ou dans une unité des renseignements généraux. Mais qu'est-ce qui lui prouvait qu'il avait une activité honnête, après tout? Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il n'avait jamais eu une vie normale. C'était un marginal. Et, après avoir épluché plus de 30 années de son existence, elle ne savait toujours rien de lui. Elle était arrivée au carton qui était rangé tout en haut. Elle en avait déjà entrouvert un ou deux, la première fois, mais pas tous. Et à présent qu'elle les fouillait systématiquement l'un après l'autre, une question terrible se mit à la tarauder. Pourquoi les avait-il rangés à un endroit aussi accessible? La question était d'autant plus terrifiante qu'elle connaissait la réponse. Ces cartons étaient rangés là parce qu'il avait semblé inconcevable à son mari qu'elle pût avoir l'idée de fouiller dedans. C'était aussi simple que cela. Existait-il une preuve plus flagrante du pouvoir qu'il savait avoir sur elle? Il était tout bonnement persuadé que jamais il ne lui serait venu à l'idée de pénétrer dans cette pièce, parce que cette pièce était frappée d'un tabou absolu. Et on ne dispose d'un tel pouvoir sur les gens que si on l'exerce délibérément. Cette certitude lui fit déballer les derniers cartons avec inquiétude, et dans un état de tension extrême. Ses lèvres étaient étroitement serrées, et ses narines aspiraient l'air par à-coups. Les cartons ne contenaient que des classeurs de format A4, avec de gros anneaux métalliques. À l'intérieur des dossiers, des chemises de toutes les couleurs. Quant à leur contenu, il était obscur. Les premiers qu'elle feuilleta témoignaient d'une phase de son existence où il avait visiblement tenté de se faire pardonner la distance qu'il avait prise avec la religion. Des brochures et encore des brochures éditées par toutes sortes de mouvements religieux et soigneusement classées dans des chemises cartonnées. Des dépliants qui parlaient d'éternité et de lumière éternelle et de la façon dont on y accédait. Des fascicules vantant de nouvelles communautés religieuses et de nouvelles sectes qui toutes pensaient détenir le secret de la félicité. Des noms comme Satya Sai Baba, l'église de Scientologie, l'église de la Sainte Vierge, les témoins de Jéhovah, The Eternals et les enfants de Dieu cohabitaient dans ces classeurs avec l'Observatoire de la Réunification, The Fourth Noble Truth, Divine Light Mission et un tas d'autres dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais quelle que soit leur observance, toutes se revendiquaient comme la voie unique vers l'harmonie et l'amour de son prochain. Amen. Elle secoua la tête, perplexe. Quelle était sa quête? Lui qui avait tout fait pour se débarrasser des dogmes qu'on avait cherché à lui inculquer dans son enfance. D'ailleurs, à sa connaissance, aucune de ces églises n'avait trouvé grâce aux yeux de son mari. Dieu et la religion étaient des mots qu'on employait rarement dans la maison de briques rouges, tapie dans l'ombre écrasante de la cathédrale de Roskilde. Après être allée chercher Benjamin à la crèche et avoir joué un peu avec lui, elle l'installa devant la télévision. Tant que l'image bougeait et qu'il voyait des couleurs, il était content. Elle remonta au premier étage. Elle faillit renoncer, se dit l'espace d'un instant qu'elle ferait mieux de ranger les derniers cartons sans les ouvrir et de laisser le passé sinistre de son mari où il était. 20 minutes plus tard, elle se félicitait de ne pas avoir cédé à cette impulsion. À vrai dire, elle était tellement bouleversée qu'elle songea même à rassembler ses affaires, à ouvrir la boîte à gâteaux dans laquelle était caché l'argent du ménage et à prendre le premier train en partance. Elle se doutait que dans les dernières caisses, elle tomberait sur des choses qui seraient en rapport avec la vie de son mari, dont elle faisait partie, mais elle ne s'attendait pas à apparaître comme l'un de ses projets.
Il lui avait raconté qu'il était tombé fou amoureux d'elle la toute première fois qu'il l'avait vue, et c'était exactement ce qu'elle avait ressenti. Elle savait maintenant que c'était un mensonge, car leur rencontre au café ne pouvait pas être due à un simple hasard, sachant qu'il avait découpé un article à propos de sa toute première victoire en concours de saut d'obstacles au parc de Bernstorff. Or, ce concours avait eu lieu plusieurs mois avant leur rencontre. Comment cette coupure de presse avait-elle atterri entre ses mains? S'il était tombé dessus plus tard, il lui en aurait parlé, non? En outre, il avait en sa possession les programmes de plusieurs concours hippiques auxquels elle avait participé bien avant celui de Bernstorff. Il avait des photos d'elle prises dans des endroits où il n'était jamais allé avec lui. Bref, il la surveillait depuis des mois avant leur prétendue première rencontre. Il avait juste attendu le meilleur moment pour placer ses pions. Il l'avait présélectionnée, et au regard de ce qu'elle savait de lui aujourd'hui, elle ne se sentait nullement flattée. Au contraire, cela lui donnait la chair de poule. Elle lut encore plus en ouvrant un casier d'archives en bois qui se trouvait dans le même carton de déménagement que les photos. Au premier regard, il n'avait rien de particulier. C'était juste une boîte avec des listes de gens dont elle n'avait jamais entendu parler, avec leurs noms et leurs adresses. Plus elle étudiait ces fiches, plus elle se sentait mal. À chaque nom de la liste correspondait une page comportant toutes sortes de renseignements sur la personne en question et tous les membres de sa famille. D'abord, leur religion. Ensuite, le statut qu'ils avaient au sein de leur communauté et depuis combien de temps ils en faisaient partie. Parmi les données plus personnelles, il y avait des informations sur leurs enfants, leurs noms, leurs âges et, beaucoup plus inquiétant, leurs traits de caractère. Par exemple, il était écrit « Willershow, 15 ans. Pas le chouchou de sa mère. En revanche, le père semble très attaché à lui. Un garçon turbulent, pas toujours présent aux réunions de la communauté, a été enrhumé tout l'hiver et alité à 2 reprises. » En quoi ces détails intéressaient-ils son mari? Et qu'est-ce que cela pouvait lui faire de savoir combien ces gens gagnaient? Il travaillait comme taupe pour l'administration fiscale. Il avait été chargé d'infiltrer les sectes au Danemark pour dévoiler en leur sein des activités incestueuses, des maltraitances ou d'autres horreurs de ce genre. Ou bien quoi? C'était ce « ou bien quoi » qui faisait froid dans le dos. Son secteur semblait couvrir le Danemark tout entier. Il était donc peu probable qu'il travaille pour une municipalité. De manière générale, elle avait du mal à croire qu'il travaillait pour l'État, car dans ce cas, il n'aurait pas gardé ses documents chez lui, dans un carton de déménagement. Alors, que faisait-il? Était-il détective privé? Quelques milliardaires l'avaient-ils engagé pour semer la zizanie dans les communautés religieuses du pays? C'était une possibilité. Elle réussit à se bercer de cette illusion, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une feuille où il avait écrit, au-dessous d'une longue liste de renseignements, 1 200 000 couronnes, aucun problème d'exécution. Elle resta un long moment sans bouger, la feuille posée sur ses genoux. Là, encore, il était question d'une famille nombreuse qui faisait partie d'une secte. Le compte-rendu ressemblait à ce qu'elle avait lu sur les autres familles, hormis la dernière ligne et un détail. Un nom avait été coché dans la liste des enfants. Il s'agissait d'un garçon de 16 ans, et il était précisé qu'il était la prunelle des yeux de ses parents. Pourquoi y avait-il une encoche en face de son nom? Parce qu'il était le préféré? Elle se mordit la lèvre. Elle se sentait vide, incapable d'élaborer un plan ou même d'avoir une idée. Elle savait juste qu'elle devait s'enfuir de cette maison aussi vite que possible. Mais était-ce vraiment la meilleure solution? Pourquoi ne pas utiliser tout cela contre lui? Il y avait peut-être là un moyen d'obtenir la garde de Benjamin, même si, pour l'instant, elle ne voyait pas comment s'y prendre. Elle rangea les 2 derniers cartons qui ne contenaient que des objets sans importance, qui n'avaient pas trouvé leur place dans la maison depuis qu'ils y vivaient ensemble. Puis, elle posa soigneusement les manteaux par-dessus. La seule trace de son indiscrétion était le creux qu'elle avait fait avec son genou dans un des cartons en cherchant son chargeur de téléphone, et on le voyait à peine. « Tout va bien, » se dit-elle. La sonnerie de la porte d'entrée retentit. Kenneth se tenait dans la pénombre avec un air mutin. Ainsi qu'ils étaient convenus, il avait fait comme lors de ses autres visites.
Il s'était présenté avec un journal froissé à la main et l'intention de demander si, par hasard, le livreur de journaux n'aurait pas oublié de leur apporter leur quotidien ce matin. Il se serait ensuite lancé dans une explication selon laquelle il avait trouvé ce journal au milieu de la chaussée et un commentaire sur les livreurs de journaux qui devenaient de moins en moins consciencieux. Tout cela pour le cas où ce serait son mari qui ouvrirait la porte ou s'il lisait sur son visage qu'elle n'était pas seule. Cette fois, elle ne sut pas très bien quelle expression adopter. « Entre, mais pas longtemps », dit-elle simplement. Elle jeta un coup d'œil dans la rue. Il faisait déjà sombre, mais à première vue, tout était calme. « Il y a un problème? Il arrive ou quoi ?» lui demanda Kenneth. « Non, je ne pense pas, il l'aurait appelé. »« Alors qu'est-ce que tu as, ça ne va pas ?»« Non. » Elle se mordit la lèvre. À quoi bon lui raconter tout cela? Ne valait-il pas mieux le laisser en dehors de cette histoire pour le moment? Elle devrait peut-être prendre ses distances avec lui pendant qu'elle gérait les difficultés qui lui paraissaient maintenant inévitables. Personne ne pourrait faire de rapprochement avec lui s'il ne se voyait plus pendant quelque temps. C'était ce qu'il fallait faire. « Tu as raison, Kenneth. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. » Il ne fit pas de commentaire et la regarda longuement. Sous ses sourcils clairs, il y avait deux yeux attentifs qui avaient appris à détecter le danger, et ces yeux-là avaient tout de suite vu qu'il y avait un problème, et ils avaient compris que ce problème pouvait avoir une incidence sur des sentiments qu'il ne voulait plus cacher. Son instinct de survie s'était réveillé. « Dis-moi ce qui se passe, Mia, s'il te plaît. » Elle l'entraîna à l'intérieur où Benjamin était scotché à l'écran de télévision comme seuls les très jeunes enfants peuvent l'être. C'était là, dans la maison avec son fils, qu'elle trouverait la force de faire ce qu'il fallait faire. La force de regarder Kenneth droit dans les yeux et de lui demander de ne pas s'inquiéter si elle s'éloignait de lui pendant quelque temps. Mais elle n'en eut pas le temps. La lumière des phares de la Mercedes de son mari illumina le jardin au même instant. « Il faut que tu t'en ailles, Kenneth. Sors par la porte du jardin, maintenant. » « Tu ne veux pas qu'on... »« Maintenant, Kenneth !»« D'accord, mais mon vélo est garé devant. Qu'est-ce que j'en fais ?» La sueur commençait à couler de ses aisselles. Ne valait-il pas mieux s'enfuir avec lui tout de suite, sortir par la porte d'entrée avec Benjamin sous le bras? Non, elle n'oserait jamais faire ça. Jamais. « Je trouverai une explication. Va-t'en, s'il te plaît. Passe par la cuisine pour que Benjamin ne te voie pas. » La porte de service claqua un dixième de seconde avant que les clés ne cliquettent dans la serrure de la porte d'entrée. Elle avait eu le temps de s'allonger sur le sol devant la télévision, son fils serré dans ses bras. « Ça y est, Benjamin, papa est revenu. On va bien s'amuser tous les trois. » Chapitre 18. Par un vendredi brumeux du mois de mars, il n'y a pas grand-chose à dire sur la nationale E22 qui traverse la Scanie suédoise de part en part. Si on enlève les maisons et les panneaux signalétiques, on pourrait tout aussi bien se trouver sur la route entre Ringsted et Slagelse au Danemark. Paysages sans relief, champs bichonnés, beauté proprette et sans âme. Et pourtant, une bonne cinquantaine de ses collègues à l'hôtel de police avaient été émus à la simple évocation de son voyage en Suède. D'après eux, un homme pouvait espérer voir ses moindres besoins satisfaits à la minute où il voyait battre le premier drapeau bleu et jaune dans le ciel. Karl regardait à travers la vitre de la voiture en secouant la tête. Il devait lui manquer une corde sensible, celle qui était supposée se mettre à vibrer aussitôt qu'on prononçait les mots RL, purée de pommes de terre et saucisses grillées. Ce n'est qu'en approchant de Blekinge que le paysage prit des courbes gracieuses. On dit que du temps où les dieux répartissaient les cailloux sur la terre, il s'était mis à trembler d'épuisement en approchant de Blekinge. C'est vrai que c'était joli, mais il n'y avait pas de quoi s'extasier non plus. Des arbres, des cailloux et de nombreux kilomètres avant le premier aquavit et la bière qui va avec. La Suède, quoi. Pas des masses de chaises longues et de Campari dans le coin, songeait Karl, quand il atteignit Alabro et prit à gauche pour s'engager dans Gamla Kongavegen, juste après l'inévitable station-service qui fait aussi supérette et garage automobile spécialisé dans le tuning. Il arriva à la maison entre chien et loup. Elle surplombait la ville sur fond de ciel bleu marine, un muret en pierre délimitant le terrain. 3 fenêtres éclairées indiquaient que la famille Holtz ne s'était pas laissée effrayer par le coup de fil d'Assad. Il frappa à la porte à l'aide du heurtoir fêlé,
et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne semblait pas régner une activité trépidante à l'intérieur. « Merde, » se dit-il. « On est vendredi. J'espère que les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas le Shabbat. Les Juifs le faisaient parce que c'était recommandé par la Bible, et, à sa connaissance, les témoins de Jéhovah suivaient les préceptes de la Bible à la lettre. » Il frappa à nouveau. Peut-être qu'ils ne lui ouvraient pas parce que c'était contre leurs principes religieux. Est-ce qu'il était interdit de faire quoi que ce soit le jour du Shabbat? Et si c'était le cas, défoncerait-il la porte? Probablement pas une bonne idée dans ce pays où tout le monde avait un fusil planqué sous son matelas. Il hésita un petit moment, regardant autour de lui. La ville était paisiblement pelotonnée sur elle-même. La nuit tombait. Les gens se mettaient à table et tâchaient d'oublier leur journée. Mais comment trouve-t-on un endroit où dormir dans ce trou paumé? Se demandait-il quand enfin une lumière s'alluma dans l'imposte de la porte d'entrée. Un garçon de 14 ou 15 ans, au visage sérieux et pâle, apparut dans l'embrasure. Il le fixa sans un mot. « Hello » dit Karl. « Est-ce que tes parents sont là ?» L'adolescent referma la porte tout doucement et la verrouilla. Il était resté parfaitement placide. Il savait ce qu'il avait à faire, et laisser entrer un inconnu n'était pas à l'ordre du jour. Karl resta planté devant la porte close pendant plusieurs minutes. Parfois, dans ce domaine, l'obstination pouvait s'avérer payante. Deux habitants du quartier passèrent dans la rue, le fusillant d'un regard qui disait « Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici ?» Chien de garde fidèle au poste comme on en trouve partout. Enfin, la tête d'un homme d'âge mûr s'encadra derrière l'imposte. La patience avait payé une fois de plus. Le visage dépourvu d'expression jaugea Karl à travers la vitre. Il semblait attendre quelqu'un. La porte s'ouvrit. « Oui ?» dit-il, laissant à Karl l'initiative de la conversation. Karl sortit sa carte de police et annonça « Karl Mörk, département V, police de Copenhague. Vous êtes Martin Holt ?» L'homme scruta la carte, visiblement mal à l'aise, et acquiesça. « Je peux entrer ?»« De quoi s'agit-il » répondit l'homme à voix basse dans un danois impeccable. « Je préférerais que nous en parlions à l'intérieur. »« Pas moi. » dit-il en faisant mine de refermer la porte. Karl fut le plus rapide et saisit la poignée. « Monsieur Holt, j'aimerais m'entretenir quelques instants avec votre fils, Paul. » L'homme eut un court moment d'hésitation, puis il répondit. « Je crains que ce ne soit pas possible, il est absent. » « Auriez-vous l'obligeance de me dire où je peux le trouver dans ce cas ? » ?»« Je n'en sais rien. » Il regarda Karl avec plus de dureté que n'en demandait sa réponse. « Vous me dites que vous ne connaissez pas l'adresse de votre fils Paul ? » ?»« C'est ça, et maintenant j'aimerais que vous nous laissiez tranquilles, nous sommes en train de lire la Bible avec ma famille. » Karl sortit un bout de papier de sa poche. « J'ai ici la liste des personnes qui vivaient dans votre domicile de Gregstad le 16 février 1996, le jour où Paul a cessé de fréquenter l'école d'ingénieurs. Comme vous pouvez le voir, il y avait vous-même, votre épouse Laila, ainsi que vos enfants Paul, Mikline, Trygve, Hélène et Henrik. » Il consulta ses notes. D'après leur numéro d'identité nationale, ils auraient respectivement 31, 26, 24, 16 et 15 ans. C'est bien cela ? Martin Holt hocha la tête, tout en essayant de chasser un garçon qui regardait Karl par-dessus son épaule. C'était le même garçon que tout à l'heure. D'après son âge, il devait s'agir de celui qui répondait au prénom de Henrik. Quand il s'éloigna, Karl le suivit des yeux. Il avait noté dans son regard cette vacuité, cette indécision qu'ont les gens quand ils ne contrôlent plus rien d'autre dans leur vie que leur sphincter. Karl dirigea à nouveau son attention sur son interlocuteur, qui semblait prendre très au sérieux son devoir de chef de famille. « Nous savons que Trygve était en compagnie de Paul la dernière fois qu'on l'a vu dans l'école d'ingénieur où il faisait ses études, » dit-il. « Alors, si Paul n'est pas là, peut-être pourrais-je voir son frère Trygve, juste une petite minute. Nous ne lui parlons plus. » Il dit cela sur un ton froid et factuel. Sous l'éclairage blafard de la lumière du perron, sa peau avait la couleur grisâtre qui caractérise les hommes qui font un métier difficile. Trop de travail, trop de responsabilités et peu de compensation. La peau terne et le regard opaque. Voilà comment Karl aurait décrit l'homme qui venait de lui claquer la porte au nez.
La lumière extérieure et celle du vestibule s'éteignirent, mais Karl devinait que l'homme restait derrière la porte, attendant qu'il s'en aille. Alors il fit quelques pas sur place pour faire croire qu'il descendait les marches du perron. Immédiatement, l'homme se mit à prier à haute voix de l'autre côté de la porte. « Scellez nos lèvres, Seigneur, afin que nous ne prononcions pas les mots menteurs et immondes, ni les choses vraies qui ne sont pas la vérité, ni la vérité qui est trop cruelle pour être dite, par la grâce de Jésus-Christ, » pria-t-il en suédois. Il avait renoncé à tout, y compris à sa langue natale. Martin Holt avait dit « Scellez notre langue, Seigneur », et aussi « Nous ne lui parlons plus ». Qu'est-ce que cela signifiait? Le prénom de Trygve lui-même était-il devenu tabou, et celui de Paul aussi? Les deux garçons avaient-ils été excommuniés à la suite de ce qui s'était passé à l'époque? S'étaient-ils, d'une façon ou d'une autre, rendus indignes du royaume de Dieu? Était-ce tout simplement cela qui s'était passé? Si c'était le cas, ce n'étaient pas les affaires d'un fonctionnaire de police. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» se demanda-t-il. Il envisagea de demander de l'aide au commissariat de Karlshamn. Mais sous quel prétexte? Ces gens n'avaient rien fait de mal, à ce qu'il sache. Il secoua la tête, descendit l'escalier sur la pointe des pieds, monta dans la voiture, enclencha la marche arrière et alla se garer un peu plus haut dans la rue, dans un endroit où il pourrait être à l'abri des regards. Il dévissa le bouchon de sa thermos pour s'apercevoir que le café était froid. « Super !» dit-il à haute voix en pensant exactement l'inverse. Il y avait au moins 10 ans qu'il n'avait pas planqué de cette façon, et ça ne l'enchantait pas plus que la première fois. Le plaisir tout relatif de passer une nuit dans sa voiture, en plein mois de mars, sans appui-tête, en buvant du café froid à même le couvercle en plastique, ne faisait pas partie de ses motivations pour entrer dans la police. Et voilà qu'il se retrouvait ici, sans l'ombre d'une piste, mais avec ce satané sixième sens qui l'amenait à remarquer les réactions des gens et à les interpréter. Une chose était sûre. Le comportement du type à qui il venait de parler n'était pas naturel. Martin Holt s'était montré beaucoup trop distant, il avait le teint trop gris. Sa façon de parler de ces deux garçons était trop dépourvue d'émotion et, surtout, il n'avait montré aucune curiosité quant aux raisons qui avaient amené un inspecteur de la police de Copenhague devant sa porte. La plupart du temps, ce n'étaient pas les questions que les gens posaient, mais celles qu'ils ne posaient pas qui les trahissaient. Et là, cela ne faisait aucun doute. Il jeta un dernier coup d'œil vers la maison perchée un peu plus haut dans le virage et coinça la tasse de café entre ses cuisses. Maintenant, il allait doucement fermer ses paupières. Le power napping était un élixir de vie, d'après le professeur James Maas. Juste une petite minute, s'était-il juré. Il se réveilla 20 minutes plus tard pour constater que le contenu de sa tasse avait entrepris de lui rafraîchir les parties génitales. « Merde !» s'écria-t-il en se frottant frénétiquement l'entrejambe pour enlever le peu de café qui n'avait pas encore imbibé le pantalon. Il jura une deuxième fois en voyant les phares d'une voiture sortir de l'allée des Holt et descendre la rue en direction de Ronneby. Il abandonna ses tentatives de ménage, laissant le café continuer à couler sur le siège, et appuya sur l'accélérateur. Il faisait une nuit d'encre. Une fois sortis de Halabro, il n'y eut plus que leurs deux voitures sous les étoiles dans tout le paysage rocailleux de la région de Blekinge. Ils roulèrent ainsi pendant 10 à 20 kilomètres, jusqu'à ce qu'apparaisse soudain, dans la lumière des phares, une maison peinte en jaune vif, construite si près de la route que l'horrible bâtisse devait provoquer des accidents au moindre coup de vent un peu fort. La voiture qui roulait devant lui s'arrêta dans l'allée, et Karl attendit 10 bonnes minutes avant d'abandonner sa propre Peugeot au bord de la route et de s'approcher discrètement de la maison. Il distingua par la fenêtre des silhouettes sombres et immobiles. En tout, il y en avait 4, de tailles différentes. Il attendit quelques minutes, examinant les alentours. À part sa couleur, qui brillait dans l'obscurité, la maison n'avait rien de réjouissant. Le terrain était jonché de vieux métaux et d'outils hors d'usage. On aurait dit une demeure laissée à l'abandon pendant des années après la mort de son propriétaire. Il y a une sacrée différence entre l'élégante propriété dans le quartier résidentiel le plus huppé de Grested et cette bicoque, se dit Karl
en suivant des yeux le faisceau de lumière d'un véhicule qui gravissait la côte venant de Ronneby, contournait l'angle de la maison et la voiture de Martin Holt pour aller se garer dans la cour. L'espace d'une seconde, les phares du nouvel arrivant éclairèrent le visage éploré d'une jeune femme et de 2 adolescents sur la banquette arrière. Tout le monde dans la voiture semblait très affecté par la situation. Tous étaient silencieux, mais l'expression de leur visage était tendue et effrayée. Karl se faufila jusqu'à la maison et colla l'oreille contre les planches pourries du pignon. La masure ne semblait tenir debout que grâce à de nombreuses couches de peinture. À l'intérieur, l'ambiance était animée. 2 hommes discutaient âprement et apparemment ils n'étaient pas d'accord. Leurs cris et le ton employé n'évoquaient pas l'entente cordiale. Quand ils se turent, Karl eut à peine le temps de distinguer les traits de celui qui repartit en claquant violemment la porte avant de se ruer dans sa voiture. Les pneus crissèrent quand la famille Holt sortit de l'allée en marche arrière pour prendre la route vers le sud. Karl avait déjà pris sa décision. Cet horrible bicoque jaune semblait lui chuchoter quelque chose à l'oreille, et il lui accorda toute son attention. Sur la porte, la plaque annonçait Lillemor Bengtsson. Le prénom était vieillot, mais la femme qui lui ouvrit devait avoir environ 22 ans. Elle était blonde, ses incisives se chevauchaient légèrement, et elle était absolument délicieuse, comme on disait dans l'ancien temps. Il y avait donc quand même de belles choses en Suède. « Bonjour, je suppose qu'on a dû vous informer de ma venue ?» Il lui montra sa carte. « Est-ce que Paul Holt est ici ?» Elle secoua la tête, mais en souriant. Si la dispute de tout à l'heure avait été orageuse, elle avait dû se tenir à distance. « Trygve, alors ?»« Entrez », dit-elle sans répondre à la question, et en désignant la porte la plus proche. « Trygve, il est arrivé !» cria-t-elle en direction de la salle de séjour. « Moi, je vais m'allonger, ok ?» Elle sourit à nouveau à Karl, comme s'ils étaient de vieux amis, et le laissa seul avec son compagnon. Il était maigre et long comme un jour sans pain. D'ailleurs, Karl ne savait pas vraiment comment il se l'était imaginé. Il lui tendit la main, et l'autre la serra avec une bonne poigne franche et ferme. « Trygve Holt !» se présenta-t-il. « Mon père m'a prévenu de votre visite. » Karl hocha la tête. « Je croyais que vous ne vous parliez plus. » « C'est exact. J'ai été banni de la communauté. Je ne leur ai pas adressé la parole depuis 4 ans, mais je les ai souvent vus garer dehors. » Son regard était posé. Il ne semblait affecté ni par la situation, ni par la dispute qui venait d'avoir lieu, et Karl alla droit au but. « Nous avons trouvé une bouteille à la mer qui contenait un message, » commença-t-il, remarquant instantanément le changement d'expression du jeune homme si sûr de lui. Enfin, à vrai dire, elle a été repêchée en Écosse il y a plusieurs années, mais la police de Copenhague ne l'a entre les mains que depuis un peu plus d'1 semaine. La métamorphose était évidente à présent, et c'étaient visiblement les mots « bouteille à la mer » qui l'avaient déclenché. Comme s'ils avaient été enfouis tout au fond de lui et qu'ils remontaient soudain à la surface. Peut-être attendait-il depuis longtemps que quelqu'un prononce justement ces mots-là, le sésame de toutes ses émotions secrètes. C'était l'impression qu'il donnait en tout cas. Il se mordit la lèvre. « Alors comme ça, vous avez trouvé un message dans une bouteille ?»« Oui, celui-ci, tenez. » Il tendit une photocopie de la lettre au jeune homme, qui se tassa soudain de 50 centimètres, fit un tour sur lui-même en faisant tomber par terre tout ce qui se trouvait à proximité. Si Karl n'avait pas eu le réflexe de le rattraper, il se serait écroulé. Sa fiancée apparut sur le seuil, les cheveux lâchés, vêtue d'un t-shirt qui couvrait à peine ses cuisses, apparemment prête à aller se coucher. « Qu'est-ce qui se passe ?» Karl désigna la lettre. Elle la ramassa, y jeta un bref coup d'œil et la redonna à son petit ami. Ensuite, personne n'ouvrit la bouche pendant plusieurs minutes. Lorsque le garçon se fut ressaisi, il regarda la feuille avec suspicion, comme s'il s'agissait d'une arme dangereuse capable de l'anéantir en un clin d'œil, ou peut-être le contrepoison qui, au contraire, le remettrait d'aplomb, à condition qu'il en relise lentement le contenu, mot après mot. Quand il releva enfin la tête vers Karl, il n'était plus le même. Son calme et son assurance avaient été emportés par la bouteille à la mer et le message qu'elle avait acheminé. Une artère battait violemment à son cou. Il était congestionné, ses lèvres tremblaient.
Il ne faisait aucun doute que cette lettre ravivait une expérience des plus traumatisantes. « Oh mon Dieu !» dit-il tout doucement, fermant les yeux et portant la main à sa bouche. Sa fiancée lui prit la main. « Calme-toi, Trygve. Il fallait que ça sorte un jour, tu le sais bien. C'est fini. Tout va s'arranger maintenant. » Il sécha ses larmes et s'adressa à Karl. « Je n'ai jamais lu cette lettre. J'ai seulement vu mon frère l'écrire. » Il la lut à nouveau tout en essuyant avec ses doigts tremblants les larmes qui inondaient ses yeux. « Mon frère était le garçon le plus malin et le plus gentil de la terre, » dit-il d'une voix rauque. Il avait juste un peu de mal à s'exprimer par écrit. Il posa la lettre sur la table, croisa les bras, le corps penché en avant. Beaucoup de mal. Karl voulut poser une main sur son épaule, mais Trygve secoua la tête. « Est-ce qu'on peut parler de tout cela demain, s'il vous plaît? Je ne peux pas, là. Vous pouvez dormir sur le canapé. Je vais demander à l'île morte de vous apporter des draps, d'accord ?» Karl jeta un coup d'œil au canapé en question. Il était un peu court, mais avait l'air très bien rembourré. Il fut réveillé par le bruit des voitures sur la chaussée mouillée. Il se déroula de sa position recroquevillée et se tourna vers la fenêtre. Il n'avait pas d'idée précise de l'heure, mais en tout cas le jour n'était pas levé. Devant lui étaient assis deux jeunes gens qui se tenaient par la main, chacun dans son fauteuil Ikea, et hochaient la tête en le regardant. La thermos de café était déjà posée sur la table, et la copie du message posée à côté. « Comme vous le savez, c'est mon frère Paul qui a écrit cette lettre, » commença Trygve dès que Karl sembla revenu à la vie après avoir bu quelques gorgées. Il l'a écrite avec les mains attachées dans le dos. Le regard de Trygve devint un peu flottant à l'évocation de ce souvenir. Les mains attachées dans le dos. Alors, l'hypothèse de Larsen était presque juste. « Je ne comprends pas comment il a réussi à faire ça, » poursuivit Trygve. « Mais Paul était quelqu'un de très méticuleux, et il dessinait bien, une autre de ses qualités. » Le jeune garçon eut un sourire triste. « Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi que vous soyez là, et de me retrouver avec cette lettre entre les mains. La lettre de Paul. » Karl baissa les yeux vers la lettre. Trygve y avait rajouté quelques mots. Si lui ne pouvait pas le faire, qui le pourrait? Karl but une grande gorgée de café. S'il n'avait pas été un garçon bien élevé, il se serait agrippé la gorge des deux mains en hurlant. Le café était incroyablement noir et diaboliquement fort. De la caféine pure. « Où se trouve Paul, maintenant ?» demanda Karl en serrant les fesses et les lèvres de toutes ses forces. « Et dans quelles circonstances a-t-il écrit cette lettre? C'est ce que nous aimerions bien savoir, afin de pouvoir nous concentrer sur nos autres enquêtes en cours. » « Vous voulez savoir où Paul se trouve ?» Il regarda Karl tristement. « Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu qu'il était au ciel en compagnie des 44 000 élus. Aujourd'hui, je vous répondrai simplement que Paul est mort. Cette lettre fut la dernière qu'il écrivit, la dernière chose qu'il fit de son vivant. » Il déglutit péniblement et marqua un temps. « Paul est mort moins de 2 minutes après avoir jeté la bouteille dans l'eau, » dit-il si doucement qu'on l'entendit à peine. Karl se redressa dans le canapé. Il aurait préféré être habillé pour entendre cette nouvelle. « Vous voulez dire qu'on l'a tué ?» Trygve acquiesça. Karl fronça les sourcils. « Le kidnappeur a tué Paul et il vous a épargné ?» De ses doigts graciles, l'île mort essuya quelques larmes sur la joue de son amoureux. Il hocha la tête de nouveau. « Oui, ce salaud m'a laissé en vie, et je l'ai maudit des milliers de fois de l'avoir fait. » Chapitre 19. S'il avait une qualité, c'était sa capacité à détecter l'hypocrisie. Quand toute sa famille disait le bénédicité, l'air béat, devant les assiettes plates posées sur la nappe en toile cirée, il était toujours capable de distinguer les jours où son père avait battu sa mère. Les signes n'étaient pas visibles à l'œil nu, car il était assez malin pour ne pas la frapper au visage. Il fallait faire bonne figure devant la communauté. Sa mère jouait le jeu. Elle surveillait, de son regard impénétrable et soumis, les bonnes manières des enfants à table et le nombre de pommes de terre qu'ils ingurgitaient avec leur viande soigneusement rationnée. Mais derrière ses yeux d'une tranquillité apparente, il lisait sa peur et sa haine, et surtout sa terrible impuissance.
Parfois, il détectait chez son père une expression de fausse innocence, mais c'était plus rare. En fait, son père montrait quasiment le même visage en toutes circonstances. Il fallait bien plus que l'exercice de la violence corporelle ordinaire pour altérer le regard d'airain de cet homme glacial. Il savait lire dans les yeux des gens quand il était enfant, et il n'avait jamais perdu ce talent. Dès qu'il fut entré dans la maison, il perçut la fausseté dans les yeux de sa femme. Elle lui souriait, bien sûr, mais son sourire manquait d'assurance, et son regard s'arrêtait dans le vide, à mi-chemin de son visage. S'il ne l'avait pas trouvée assise par terre, l'enfant dans ses bras, il aurait pu croire qu'elle avait la migraine ou qu'elle était simplement fatiguée, mais pas dans cette position, le regard vide, et Benjamin serré contre elle. C'était louche. « Salut » dit-il tout en humant les odeurs mélangées qui flottaient dans la maison. Une note inconnue sous-tendait le conglomérat familier, une subtile puanteur de problèmes et de transgressions. « Tu m'offres une tasse de thé » lui demanda-t-il en lui caressant la joue. Elle était brûlante, comme si elle avait de la fièvre. « Et comment va mon petit bonhomme ?» Il prit son fils dans ses bras et le regarda au fond des yeux. Son regard à lui était limpide et joyeux, mais aussi un peu fatigué. Son sourire était sans fard. « Il est de nouveau en pleine forme, on dirait. » Pourtant, hier, il était encore drôlement enrhumé. Et puis tout à coup, ce matin, il allait bien. Tu sais comment sont les gosses. Elle ponctua sa remarque d'un petit sourire qui ne lui parut pas plus sincère que celui de tout à l'heure. On aurait dit qu'elle avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il fit ce qu'il s'était promis de faire. Il lui fit l'amour avec autant de passion que la dernière fois, mais cela prit plus longtemps. Elle eut beaucoup plus de mal à lâcher prise et à laisser son corps prendre le pas sur son esprit. Après, il l'attira contre lui et elle posa la tête sur sa poitrine. En temps normal, elle se serait mise à jouer avec les poils de son torse, ou elle lui aurait caressé la nuque avec de petits gestes pleins de sensualité. Mais pas ce jour-là. Il eut l'impression qu'elle mobilisait toute sa concentration pour retrouver une respiration normale et ne pas lui parler. À cause de ça, il lui posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Il y a un vélo dans l'allée devant la maison. Tu sais comment il est arrivé là ?» Elle fit semblant de dormir pour ne pas répondre. Pour lui, c'était une réponse en soi. Plusieurs heures plus tard, les mains derrière la tête, les yeux levés vers le plafond que la lumière froide de Mars faisait progressivement émerger de l'obscurité, il avait retrouvé son calme. Ils étaient confrontés à un problème, mais il allait le résoudre une bonne fois pour toutes. Quand elle se réveillerait, il lui ferait avouer ses mensonges, l'un après l'autre. Il ne commença à la questionner pour de bon qu'une fois qu'elle eut posé le bébé dans son parc. Elle s'y attendait. Depuis 4 ans qu'ils vivaient ensemble, leur confiance l'un en l'autre n'avait jamais été mise à mal, mais à présent, ils allaient devoir faire le point. « Il y a un cadenas sur le vélo, ce n'est donc pas un vélo volé », dit-il avec un regard sans expression qui n'augurait rien de bon. « Je crois que quelqu'un l'a garé là exprès. Tu n'es pas de mon avis ?» Elle fit la moue et haussa les épaules. « Comment veux-tu que je le sache ?» tenta-t-elle sans conviction. Il détourna les yeux. Elle sentit une sueur traîtresse couler de ses aisselles. Bientôt son front serait humide, lui aussi. « Nous pourrions probablement retrouver le propriétaire de ce vélo assez rapidement si nous nous en donnions la peine, » poursuivit-il, la regardant à nouveau, la tête baissée cette fois. « Tu crois ?» Elle prit un air surpris, sans plus. Puis elle leva la main vers son front comme si un cheveu ou un insecte la gênait. Effectivement, elle transpirait à présent. Il la fixa intensément. La cuisine lui sembla soudain minuscule. « Comment ça ?» lui demanda-t-elle. « Eh ben, pour commencer, nous demanderions aux voisins s'ils ont vu quelqu'un le déposer là. » Elle respira profondément. Elle savait qu'il ne ferait jamais une chose pareille. « Oui, » dit-elle, « c'est une bonne idée, mais tu ne penses pas qu'il va disparaître tout seul à un moment donné? Nous n'avons qu'à le garer sur le trottoir. » Il se renversa dans sa chaise. Il semblait plus détendu maintenant. Elle, non. Elle essuya son front à nouveau. « Tu transpires? Ça ne va pas ?» Elle souffla lentement par la bouche. « Calme-toi, s'ordonna-t-elle. »
Ça va, je crois que j'ai un peu de fièvre. Je suppose que Benjamin m'a refilé son rhume. Il hocha la tête et l'inclina un peu sur le côté. Au fait, tu as retrouvé le chargeur, finalement? Où était-il? Elle reprit un petit pain et le fondit en deux. Dans le panier de l'entrée où je mets les bonnets et les gants. Elle se sentait un peu plus en sécurité sur ce terrain-là. Il ne fallait surtout plus changer de sujet, à présent. Dans le panier. Je ne savais pas où le ranger une fois que le téléphone a été chargé, alors je l'ai remis au même endroit. Il se leva sans un mot. Dans un instant, il allait revenir s'asseoir en lui demandant ce que le chargeur faisait dans ce panier, et elle lui dirait ce qu'elle avait prévu, c'est-à-dire qu'il devait être là depuis une éternité. C'est alors qu'elle réalisa son erreur. La bicyclette dans l'allée gâchait tout. Il allait faire le lien entre les deux, simplement parce qu'il était comme ça. Elle jeta un coup d'œil du côté de la salle de séjour, où Benjamin secouait les barreaux de son parc comme un chimpanzé qui chercherait à s'échapper de sa cage. Exactement comme elle en ce moment. Le chargeur semblait tout petit dans la grande main de son mari, comme un objet qu'il pourrait broyer juste en serrant ses doigts. « D'où est-ce qu'il vient » lui demanda-t-il. « Je croyais que c'était le tien » répondit-elle. Il ne fit pas de commentaire, ce qui signifiait qu'il avait emporté le sien avec lui en partant. « Allez, accouche, dit-il. Je vois bien que tu mens. » Elle essaya de prendre un air indigné. Elle n'eut pas beaucoup de mal. « Vraiment, je comprends pas ce qui te fait dire ça. S'il n'est pas à toi, c'est que quelqu'un l'a oublié ici. Il doit être là depuis le baptême. » Mais elle était coincée. « Le baptême? Tu plaisantes, c'était il y a 1 an et demi. » Il trouvait sa suggestion risible, mais il ne riait pas du tout. Il y avait une dizaine de personnes à cette réception, presque toutes des rombières. Aucune d'entre elles n'a passé la nuit ici, et je suis 100% sûr que la plupart n'avaient pas de portable. Et même si elles en avaient un, je vois pas pourquoi elles seraient venues à un baptême en emportant leur chargeur. Ça n'a pas de sens. Elle voulut riposter, mais il l'arrêta d'un geste. « Arrête, tu vas encore mentir. » Il montra du doigt le vélo dans l'allée. « C'est son chargeur? Quand est-ce qu'il est venu ici la dernière fois ?» Les glandes sudoripares de ses aisselles réagirent instantanément. Il saisit son avant-bras. Sa main était moite. Elle avait été bouleversée en découvrant le contenu des cartons au premier étage. Elle était terrifiée, à présent, par la puissance de la poigne qui l'immobilisait tel un étau. « Il va me frapper », songea-t-elle, mais il ne le fit pas. Contre toute attente, il lâcha son bras, et voyant qu'elle ne répondait pas, il se détourna d'elle et sortit en claquant violemment la porte d'entrée derrière lui. Et puis, plus rien. Elle se leva pour vérifier qu'il passait bien dans l'allée. Aussitôt qu'elle serait sûre qu'il était parti, elle prendrait Benjamin, elle courrait jusqu'au fond du jardin, se glisserait dans le trou que les enfants des précédents locataires avaient creusé dans la haie, et elle s'enfuirait. Il serait chez Kenneth en moins de 5 minutes, et son mari n'aurait aucune idée de l'endroit où il se cachait. Ensuite, elle aviserait. Mais elle ne vit pas sa silhouette dans le jardin. En revanche, elle entendit un bruit sourd au premier étage. « Oh mon Dieu !» se demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» Elle regarda son enfant insouciant dans son parc. Parviendrait-elle à atteindre la haie avec lui sans que son mari les entende? Est-ce que les fenêtres étaient ouvertes, là-haut? Était-il posté devant l'une d'entre elles pour les surveiller? Elle se mordit la lèvre inférieure, regardant le plafond, se demandant ce qu'il fabriquait. Elle prit son sac et vida dedans la boîte en fer contenant l'argent du ménage. Elle n'osait pas passer par le vestibule où étaient pendus sa veste et la combinaison de Benjamin, mais ce n'était pas très grave. Elle espérait juste que Kenneth serait chez lui. « Viens, mon cœur », dit-elle en prenant le petit dans ses bras. Elle devrait mettre moins de 10 secondes à parvenir jusqu'à la haie en sortant par la porte de la cuisine, pourvu que le trou y soit encore. Il y avait plus d'1 an qu'elle l'avait remarqué. À l'époque, il était assez large pour qu'elle puisse passer au travers.